Monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver à nouveau dans le cadre de cette émission, le débat politique sur STV. Ce soir, on parlera évidemment du grand dialogue national en quelques minutes, maximum une vingtaine, et puis on va revenir sur ce qui se passe du côté du port autonome, du port de Douala, notamment avec cette concession. Donc depuis le 16 septembre 2019, le directeur général du port a donc informé l'opinion de ce que le groupe Italo-Suisse Terminal Investment Limited est le nouveau concessionnaire du très disputé terminal à conteneurs du port autonome de Douala dès le 1er janvier 2020, évidemment. Une décision qui ne satisfait pas toutes les parties, notamment l'ancien concessionnaire DIT qui a saisi la justice et la procédure est en cours. On va essayer de déblayer cette actualité, peut-être sur un triple plan, les questions juridiques, l'impact économique et qui sait peut-être les conséquences politiques. Cela dit, un panel de 4 personnes, comme c'est souvent le cas pour cette émission. Les grands thèmes à retenir donc, grand débat national, que peut-on en attendre réellement? Et puis, concession du port de Douala, que se passe-t-il réellement? Invité Cyril Sambaka, il est le vice-président national de l'Union démocratique du Cameroun, UDC. Bonsoir, Sam. Bonsoir, député, bonsoir aux co-panélistes et surtout bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Emmanuel Kom, membre du comité central du RDPC, il aime bien me dire membre élu, c'est ça? Titulaire. Membre titulaire. Bon, je vais me faire à cette terminologie. Non, parce que c'est une appellation contrôlée, mais dans ces villes, même les non-membres, les suppléants se font appeler des gros membres du comité central. Merci d'être là. Titulaire désigné. Merci d'être là, Emmanuel Kom. Merci. Un autre homme politique, mais doublé également de ses connaissances en matière portuaire, parce qu'il est également syndicaliste. Jean-Paul Ngoumou, bonsoir. Bonsoir Dipita, bonsoir au panel, bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous suivent. C'est un plaisir de me retrouver ici après quelques années. Peut-être 3 ans ou 4. D'ailleurs, ça allait tellement loin que le souvenir est tout aussi loin. Oui, ça. Merci d'être là à nouveau. Je précise que vous êtes secrétaire général de l'Alliance Plus pour l'émergence du Cameroun, un parti politique. Oui, membre du G20 également. Ah, membre du G20. Dans tous les cas, vous êtes assis au bon endroit. Dans tous les cas. Membre de la majorité présidentielle. Ah, voilà. G20 parce que c'est la candidature qu'on soutenait. Ah, ok. On n'est plus dedans, là. Ben, j'ai également interpellé votre expertise de syndicaliste, parce que vous êtes dans le syndicat autonome des travailleurs des ports du Cameroun. Et certainement qu'avec vous, on va en apprendre. Et nous avons porté plainte également à DIT, dont Bolloré à Paris il y a 2-3 ans. D'accord. Justement sur ces points-là. Merci beaucoup d'être là. Roger Ngoyo, bonsoir, cher aîné. Bonsoir Dipita et bonsoir au panel. Ben, je veux dire que avec Jean-Paul, on s'est plus récemment vu avec vous. Hein. Ouais, c'est vrai, ça fait beaucoup d'années que j'ai plus été à ce plateau. Vous êtes journaliste. Ici, les gens du Cameroun, vous avez beaucoup de responsabilités. Transparency International, bref, vous êtes une mémoire assez importante dans l'environnement médiatique du Cameroun. Merci beaucoup, vous êtes de passage à Douala et je vous ai capté comme ça au vol. Merci beaucoup d'être là et vraiment, sincèrement, merci d'être venu sur ce plateau pour parler de ces questions. Vous faites beaucoup d'économie, donc c'est de ce que vous suivez. Ça me passionne, oui. Même si vous parlez également de politique. Derrière la transition, on va donc d'abord parler du grand dialogue national. Je commence peut-être jour avec vous, Emmanuel Kom, sur ce qui pourrait être de polémique. Vous savez, les questions périphériques occupent beaucoup l'actualité dans le cadre de telle rencontre. 2 questions, j'ai failli dire périphériques. D'abord, cette polémique qui tourne autour d'une certaine, ou alors des compensations, des récompenses ou des dons. Bref, toujours est-il que au Premier ministère, il paraîtrait qu'on remet de l'argent à toutes les délégations ou alors certaines délégations qui viennent rencontrer le Premier ministre. On parle de 1 à 3 millions de francs CFA en fonction des délégations. Mais il y a aussi cette autre actualité qui concerne quand même la composition même des délégations en termes de représentativité. Donc on parle beaucoup d'homogénéité, toujours les mêmes on dirait, qu'on connaît déjà. Pourquoi pas la petite Bayam Salam, pourquoi pas le petit Ben Skinner, l'élite RDPC assez représentée dans ces assises-là. D'ailleurs, certains parlent d'un congrès du RDPC à l'occasion de ce grand dialogue national. Ben, écoutez, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que même Jésus-Christ avait une famille. Je suis militant RDPC, je suis originaire du littoral. Va-t-on m'enlever cette marque originelle que je sois du littoral? Je ne suis pas représentatif du littoral.
Non, mais je veux dire que vous... Non, je vais répondre, c'est pas vous. Donc ceux qui suggèrent ces gens d'appréciation, ce sont les gens qui viennent juste pour faire la distraction. Je pense que nous, en tout cas ce qui concerne le littoral, notre délégation est suffisamment représentative, c'est-à-dire qu'elle a non seulement les natifs, les autochtones du littoral, toutes catégories confondues. À ce que je sache, M. Ekana Nissé n'est pas encore militant du RDPC, il n'est pas en voie de le devenir. Jean-Jacques Kindi a divorcé depuis longtemps et a son parti, le MP, il n'est pas au RDPC. M. Matakani est un responsable d'un parti national qui n'est pas le RDPC. Et je pense que vous, c'était là des personnes qui, je vois un peu le clin d'œil de Cyril Sambaka, qui a priori, tout au moins pour Jean-Jacques Kindi c'est sûr, pour Bandakani c'est sûr, puisqu'il est au G20, qui sont des soutiens de la majorité, ou alors qui sont de la majorité présidentielle, qui ont été les soutiens du président Paul Biya. D'abord, je dis que bonnet blanc, blanc, bonnet. D'abord, monsieur le député, vous êtes un excellent journaliste et je ne voulais pas qu'on perde le temps sur le Congo-Ça de bas de gamme. Il y a des médias qui sont faits pour ça. Vous comprenez? Le fait de soutenir Paul Biya à l'élection présidentielle n'est pas une maladie honteuse. Et ce n'est pas une maladie qui donne la mort. Non, mais... Attendez, nous en avons assez de ces fausses polémiques. Samedi dernier, monsieur le gouverneur de la région du littoral a appelé toutes les forces vives du littoral. Et les 4 préfets départements étaient là, accompagnés des gens qui venaient de leur département pour qu'ensemble on puisse élaborer ce qu'on avait présenté, porté, n'est-ce pas, à M. le Premier ministre qui actuellement reçoit les délégations avec des propositions sur ce qui nous arrive, c'est-à-dire principalement la question de la situation du nord-ouest et du sud-ouest. Et c'est l'occasion, parce que certains ne comprennent pas, ou ne veulent pas comprendre ce que c'est que le camp de dialogue national, et ils veulent en faire la tripartite bis ou bien, je ne sais pas, le mur des lamentations. Nous, on s'est réunis pour dire ce qui nous arrive dans le nord et sud-ouest, et voire même dans le septentrion. Ça a provoqué dans une partie de notre tissu national une remise en cause ou un doute sur le sentiment de leur camerounité. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver cet enthousiasme d'être camerounais, le sentiment d'appartenance, et qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà ce qu'on a fait. Et les réponses sont allées au-delà des questions strictement sécuritaires, de dire, pour le retour de la paix, il faut une mutation, une mise à jour administrative, une gouvernance beaucoup plus moderne. Non, je termine. Et voire même toucher des questions sur la représentation politique des uns des autres pour que le sentiment d'appartenance demeure. Monsieur le gouverneur Ivaya Dubois a été clair, fidèle à ce que l'Assemblée des originaires du littoral a présenté. Et puis, c'est tout. On est revenu. Je n'ai pas touché de l'argent, monsieur le Premier ministre Diongouté, que j'ai eu à saluer. J'ai touché de l'argent de personne. Et ma réputation dans la vie publique, c'est que je ne marchande pas ma conviction. Alors, tout le bruit qui est fait autour de cela, c'est d'abord les absents, vous comprenez? Des gens qui ont été absents, comme un député de Douala, qui se permet de donner des leçons de démocratie, il est incapable de venir, il n'était pas là, il veut qu'on le désigne. Et je termine en disant ceci. Il faut que toutes les régions soient représentées. Et moi, je ne mets pas mon drapeau dans ma poche. Le littoral ne peut pas être absent parce que certains veulent s'organiser pour nous rendre minoritaires. Chez nous, c'est non. Vous avez vu que l'excellent ministre Jean de Dieu Momo, il est bien dans la délégation de l'Ouest. Chacun sait d'où il vient. Moi, je viens du littoral et personne ne parlera à ma place. La question Sambaka, la question semble, je l'ai dit périphérique, mais elle n'est pas, je veux dire, elle a quand même son importance parce que cette représentativité quand même pose un problème de Hervé. J'ai pas parlé. Comme si tout le monde ne se retrouve pas, ne s'identifie pas aux mandataires qui vont porter ou alors la parole du peuple, si on peut le dire comme ça, au Premier ministre de la République. Je veux dire, et je ne focalise pas que sur le littoral. Quand on regarde quand même les délégations qui partent des différentes régions, le nord, l'extrême nord, c'est vraiment l'ouest. C'est vraiment l'ouest, c'est vraiment. Je veux dire, ça donne l'impression d'être quasiment l'élite du RDPC. Hein. Oui, mais vous savez que les habitudes ont la peau dure. Les habitudes ont la peau dure et nous le constatons. C'est tellement flagrant. Bon, quand est-ce que les gens se sont réunis, quand est-ce qu'ils ont été convoqués pour qu'ils puissent parler dans le littoral, j'en sais rien.
Ce que je sais au moins, c'est que j'ai été interpellé plusieurs fois pour me dire mais comment on voit des listes de la délégation du littoral et on ne vous voit pas. J'ai dit ben ça c'est rien. C'est rien du tout parce que déjà j'avais envoyé mes militants chez le Premier ministre dans ses services pour que je puisse savoir quand est-ce que l'UDC est reçu afin que je m'apprête parce que je partais de Douala. La réponse qu'ils ont eue, c'est que vous regardez dans les réseaux sociaux, ce n'est pas les réseaux sociaux qui convoquent les gens, on va vous convoquer. Et le lendemain, un de mes camarades de Yaoundé a eu un coup de fil à 10 h pour dire que le Premier ministre nous reçoit à 14 h. Et finalement, nous avons été reçus à 17 h et on devait recevoir la délégation de l'UDC. On est encore revenu nous voir pour nous dire que le Premier ministre est débordé. Et est-ce qu'on accepte d'être reçu avec les autres? Mais on s'est dit, mais si le grand dialogue va retrouver tous les Camerounais, on peut être reçu avec tous les Camerounais, il n'y a pas de problème. C'est ainsi que nous avons été reçus avec tous les autres partis politiques qu'on n'a pas cités. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que pour celui qui connaît bien le Cameroun et il sait comment est-ce que les conservateurs, n'est-ce pas, manipulent pour se maintenir, n'est-ce pas, d'une façon ou d'une autre, ils comprennent ça facilement. Mais je suis désolé, nous avons déjà eu une réunion tripartite en 91 où tous les préalables avaient été évacués dès le départ. Tous les préalables. Mais à l'intérieur, la sagesse est revenue, les négociations avec, et on a pu avoir des commissions tripartites. Donc, où l'opposition était représentée dans chaque commission. Donc, et on a pu avoir l'avantage que, sur le plan des résolutions et des adoptions, nous ne parlions plus des résolutions statistiques. On parlait du consensus. Parce qu'on ne peut pas empêcher ceux qui nous gouvernent d'avoir leur réflexe habituel, c'est-à-dire amener tous leurs amis politiques. Mais dans les négociations, il y a la possibilité, n'est-ce pas, d'aller sur le consensus qui permettrait. Mais il y a une note d'espoir qui est sortie ce soir du Premier ministère, c'est que nous avons appris que dans ce dialogue-là, sur 500 personnes, il y aura 200 anglophones. Ça, c'est déjà quelque chose de... C'est officiel. Oui, c'est Agobala qui l'a dit à la sortie de... Il est plus introduit que moi. Non, il l'a dit à la sortie de l'entretien avec le Premier ministre. Je crois que ça, c'est déjà une bonne note. Et ça doit plutôt amener nos amis qui ont des habitudes et des mauvaises habitudes, n'est-ce pas, de penser qu'ils sont seuls au Cameroun, que les choses doivent... On a besoin d'un nouveau Cameroun. Merci. Ça. Donc, je pense que avec ça, on pourra progresser. Et c'est à eux de s'adapter maintenant à la nouvelle donne. Alors, Roger, vous qui êtes à Yaoundé, j'ai bien envie de vous demander comment vous vivez ça là-bas au quotidien, entre les petites inondations à l'avenue Kennedy, les embouteillages du boulevard du 20 mai de temps en temps, mais notamment, l'autre question qui surgit quand même, c'est, mais tout le Cameroun se réunit à Yaoundé, mais on ne voit pas ceux qui ont pris les armes. Je veux dire que... En termes, là aussi on parle de représentativité, et le nord-ouest, le sud-ouest, on dit c'est une certaine diaspora, notamment qui est installée aux États-Unis, en Angleterre et tout le reste, donc Ayok Tabé pourrait être parmi ceux-là, ceux qui ont pris les armes, mais on ne les voit pas, on ne les sent pas tout au long de ces consultations-là. Alors ça fait partie des curiosités de ce qui se prépare. J'ai suivi Hervé, j'ai dit ce serait pas grave qu'on en rirait, mais c'est très inquiétant ce qui se passe maintenant au stade des préparatifs. Le spectacle qui est donné par ces délégations, notamment les délégations des régions, celles qui sont conduites par les gouverneurs, ça frise le burlesque. Ça frise le burlesque. Je pense qu'on peut être plus sérieux que ça par rapport à l'enjeu. Je crois qu'il ne faut pas qu'on se perde. Et là, malheureusement, l'impression qu'on a, c'est que le folklore prend le dessus. Je ne sais pas d'où est venue cette initiative de proposition régionale, alors qu'il y avait une organisation qui permettait d'avoir un ensemble de corps sociaux, que ce soit les politiques, les différents acteurs sociaux, et surtout les protagonistes. Et quelle est cette organisation ? On parle quand même d'une guerre avec des acteurs.
On sait un peu qui sont ceux qui activent la guerre dans le sud-ouest. Est-ce que la démarche qui a été véritablement entreprise vis-à-vis de ces derniers, ça, on n'en sait pas grand-chose. J'imagine qu'il y a des démarches, mais on n'est pas plus informé. En dehors de ceux qui sont acteurs de la guerre, il y a eu d'autres acteurs. J'ai été soulagé de voir qu'Agbobal a été reçu aujourd'hui, parce que je me demandais, mais depuis, tout ce qu'on voit, c'est globalement des gens qui se sont illustrés par un ensemble de dérives verbales et d'outrances qui nous ont poussé non seulement à l'escalade, mais à l'enlisement qu'on connaît depuis 3 ans. Donc je pense que il faudrait qu'on évite de continuer avec le spectacle qui nous est servi, de délégations pléthoriques dont on ne sait même pas qui parle, qui est le porte-parole. À quoi ça sert d'avoir 30 personnes si finalement c'est pour venir remettre un document et une personne va exposer? Est-ce qu'on a des échanges qui permettent au Premier ministre justement de tirer quelque chose de substantiel de la rencontre qu'il a avec les différentes délégations? Donc je crois qu'on est plus dans un folklore qui risque malheureusement d'éteindre sur ce qui se prépare, qui mérite qu'on ait beaucoup plus de sérieux. Donc voilà un peu mon avis. Donc je suis extrêmement inquiet par la tournure que cette affaire est en train de vouloir prendre, notamment sur ces aspects un peu périphériques. On parlait, si je peux, continuer, on parle de la composition des délégations. Bon, je veux bien, mais en fin de délégation électorale, il y a des acteurs qu'on n'a pas. Je vous dis que, bon, qu'on ne voit pas Sambaka dans une délégation électorale, qu'on ne voit pas Lins comme dans une délégation électorale. Vous savez rien de l'électoral, soyez humble. Je dis qu'on parle d'acteurs qu'on voit. Alors, si les acteurs électoraux se résument aux personnalités qu'on a vues là, ok, ben, tant mieux. On a eu des élections ici, dernièrement, au moins les résultats officiels donnent une indication du rapport de force politique. C'est celui-là qu'on a vu. Ça s'est ressenti dans la liste là, je ne pense pas. Donc, on peut être plus sérieux quand même. Hein? On peut être plus sérieux. Moi, je pense que à ce niveau, moi, je préfère attendre de voir quel va être le format définitif qui va être arrêté au moment de la tenue des travaux. Et j'espère vivement qu'il sera à l'opposé du folklore qu'on nous sert maintenant. Justement, au regard de ces tractations, de ces premières consultations, Japon Ngoumou, la question centrale est de savoir si le gouvernement s'est vraiment préparé à ce grand dialogue ou si ces consultations constituent la préparation, que ce soit l'un ou dans l'autre. On a effectivement l'impression, c'est lundi le grand dialogue qui va s'ouvrir à Yaoundé. On a l'impression qu'il n'y a pas suffisamment eu de temps de recul, ou alors vous pensez que le gouvernement, avec son expertise, il faut aussi reconnaître cela, le gouvernement était à la tripartite de 91, à gérer, ils sont aux affaires, des personnes de qualité aussi, il faut le dire. Vous pensez que la question du délai n'est pas un problème réel dans la mise en œuvre des assises comme celle-là? Tout dépend de comment on aborde la chose, en réalité. Si vous voulez, mon avis à moi, c'est que faire cette organisation-là sur 4 jours, 5 jours, c'est pas ce qui est idéal. En fait, je pensais que c'est quelque chose qui s'étendrait sur un peu plus long. Donc, au départ, je me suis dit, ah tiens, on va au grand dialogue national. Si nous allons au grand dialogue national, ça veut dire qu'il faut accepter qu'on repousse déjà les consultations à venir, qui sont des élections prévues au mois de janvier et autres. Mais ce qui m'outrage le plus, c'est en fait cette demande qui vient de part et d'autre. Je crois qu'on est en train de passer à côté du problème avec toutes ces régions, toutes ces personnalités qui veulent se retrouver à Yaoundé ou à gauche. Il ne faut pas soupçonner les autres, il faut essayer d'avoir confiance. Et je crois que la question centrale qu'il fallait se poser, moi, que je me suis posé au lendemain du discours du président, c'était pourquoi le grand dialogue national. Je me suis dit non, les Camerounais ont des préoccupations. C'est vrai que c'est le sud-ouest et le nord-ouest qui nous amènent là, mais il se trouve que les Camerounais les populations camerounaises ont des préoccupations et il faut trouver des réponses à ces préoccupations. Et l'objectif serait donc quoi? C'est la réconciliation. La réconciliation sur 3 axes, avec notre passé, avec les uns et les autres, et la réconciliation avec nous-mêmes. Parce qu'il y a trop de mal qui s'est fait. Moi, d'une manière ou d'une autre, nous nous sommes fait du mal à nous tous. Soit par une personne interposée, soit par le passé et autres. Et je me rends compte qu'en réalité, chacun vient, il a besoin de si. Nous sommes 20 millions de Camerounais. Chaque Camerounais a des besoins. Chaque région a des besoins. Mais est-ce que nous sommes posés la question fondamentale? Qui sommes-nous? Et je rejoins Hervé sur ce point. Il faut qu'on s'assume, qu'on affirme notre appartenance à ce Cameroun. Et si nous affirmons notre appartenance à ce Cameroun, si nous reconnaissons que nous sommes Camerounais, ça veut dire qu'il y a des problèmes qui peuvent être résolus. Déjà, rien que
de par cette affirmation, où on va parler de la repentance, justement pour essayer de se demander pardon. Parce qu'il y a, je vous dis, moi je n'étais pas là, il a évoqué la tripartite tout à l'heure, bien avant cela il y a eu des choses. Il y a la période, il faut questionner notre héritage. Il y a le Cameroun, c'est pas aujourd'hui, le Cameroun c'est avant la colonisation, le Cameroun c'est la période coloniale, le Cameroun c'est cette période que nous avons aujourd'hui. Donc il faut essayer de savoir d'où nous venons, d'où nous sommes aujourd'hui, pourquoi nous en sommes arrivés là. Et je crois que ces questions qui sont pour moi des préalables devraient être au-dessus de tout ce qui est participation et autres. Et maintenant, les Camerounais se valent. Parce que si vous prenez la dernière élection présidentielle, chaque Camerounais, chaque candidat qui était là, qu'est-ce qu'il veut? C'est le bien du Cameroun. Mais comment peut-il se faire que, voulant tous le bien du Cameroun, nous ne pouvions pas nous mettre ensemble? Il faut qu'on accepte, qu'on s'accepte, qu'on arrête de soupçonner les uns les autres, de penser que si on n'est pas là, ça ne peut pas aller. Il y a des intelligences, il faut se faire confiance, il faut se dire que ce n'est pas les gens d'ailleurs qui viendront faire avancer ce Cameroun, c'est bien nous. Alors, encore 8 minutes pour terminer, chacun aura droit à une prise de parole pour débriefer définitivement cette question, et puis on passe à autre thème. Je commence par vous. Oui, non, je voulais dire à Sam, d'après ce qu'il a relaté, que bon, c'est vrai qu'on peut contester le dysfonctionnement de l'organisation. C'est quelque chose de totalement inacceptable. D'après, je fais confiance à Sam. Si ça s'est passé comme il a dit, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans cette organisation. Et que même les délais courts ne l'expliquent pas, puisque c'est eux qui ont l'initiative d'appeler, d'inviter les gens. Maintenant, il y a quelque chose que je voulais dire fermement. Il y a une catégorie de Camerounais qui sont des donneurs de leçons ici dans ce pays et qui n'ont aucun mandat pour le faire. Il est très facile, comme en ce moment, les gens vont sur les plateaux de télévision, sur les médias, critiquer, faire ceci. Bon, ils n'intègrent pas le fait que la réalité est un peu plus complexe et plus compliquée que ça. Dans une région comme le littoral, parce que vous pouvez appeler plutonique, que folklorique, bon, c'est autre chose. Mais dans une région comme le littoral, réunir les personnalités, et vous pouvez demander à Sam, si ce n'était pas une réunion confidentielle, il n'était pas là. Je t'ai pas invité. Voilà. Non, il n'y avait pas d'invitation. Ah ben non. Non, excuse-moi, laisse-moi t'expliquer. Ah ben non. Laisse-moi t'expliquer. Il n'y avait pas d'invitation, c'est par un communiqué qu'on appelait les uns les autres, surtout les leaders d'associations politiques, pour qu'ils se réunissent, pour qu'on essaye d'élaborer quelque chose. Pourquoi? Parce que il a expliqué qu'au nom de l'UDC, il devait être reçu et tout ça. Il y en a qui, d'endroits même, ont été reçus à différents titres, partis politiques, associations, églises et tout ça. On ne va pas les rappeler à tous les coups. Ils savent comment ça se passe. Donc, quelques dysfonctionnements ne doivent pas enlever. L'objectif qui était visé, c'est de dire ce qui nous concerne principalement, c'est évidemment la situation sécuritaire dans le nord-est et le sud-ouest et par extension dans le septentrion. Mais à l'occasion de ce malheur-là, comment pouvons-nous faire pour que le doute qui a pu paraître dans la camerounité de certains d'entre nous soit réparé pour qu'ensemble on construise dans un destin national. Tout le reste, c'est du vocabulaire creux et aérien parce que l'objectif qui est visé, c'est de rassembler les uns les autres, de se parler et de faire en sorte qu'on reconstitue ce sentiment d'appartenance dans la diversité. Donc, quand on ne sait pas de quoi il s'agit, il faut être extrêmement prudent. Le dialogue national n'est pas une constituante. Ce n'est pas une conférence nationale, souveraine ou pas souveraine. Ce n'est pas le mur de lamentation. Ce n'est pas une tripartite. C'est un moment où les Camerounais sont appelés pour voir qu'est-ce qui peut être fait et dans différentes directions pour améliorer leur sentiment d'appartenance et l'unité de cette nation. Ça veut donc dire que c'est un moment où chacun doit apporter bon. Et ceux qui sont, certains veulent se faire voir, on croit que bon, le fait d'appartenir à une délégation fait de vous, bon, moi je n'ai pas ressenti la chose comme telle. Donc je pense que toutes les contributions, même si on n'est pas dans une délégation, doivent arriver là-bas. Je ne suis pas parmi les organisateurs. Il y a des adresses qui ont été rendues publiques. Absolument. Sur toutes les contributions, d'ailleurs, je peux vous dire, il y en a qui vont avec des livres de 400 pages ou de 500 pages. Vous parlez du cardinal? Non, j'ai dit qu'il y a des délégations, il y a des délégations, même qui ne sont pas visibles. Bon, tout ça doit être réuni. Est-ce que ça va être examiné dans les délais pour qu'enfin on puisse aller. Et puis il y en a qui vont, étant hors sujet, il y en a qui vont pour reprendre les élections présidentielles, dont le Conseil constitutionnel a donné les résultats. Il y en a qui vont pour réparer.
chacun de nous a des démangeaisons qu'il veut soigner. Je ne vais pas entrer dans cette querelle, mais le souhait, c'est que ça réussisse. Merci. Roger, vous terminez sur la question? Ben, je ne veux pas être plus long, je crois que j'ai exprimé un peu ce qui nous rend circonspect par rapport à ça. Ça ne peut pas plaire à Hervé, mais... Vous n'avez pas dit que ça ne m'a pas plu. Non, mais moi je pense que les démangeaisons sont justifiées. Hein, parce que le Cameroun traverse une crise multidimensionnelle et tout le monde a quelque chose, a des larmes. Tout le monde a des larmes dans plusieurs domaines. Et je pense que, comme disait monsieur Ngoumou, oui, en fait, nous sommes en guerre. Donc, le motif premier, c'est d'arriver à déposer les armes, à se réconcilier, à se pardonner et à reconstruire ensemble. Donc, cela suppose que nous puissions y aller avec beaucoup d'humilité et avec à l'esprit qu'on a besoin d'un résultat. Et ce résultat, ça sera cette réconciliation. Donc, moi, je pense que tout le monde a des problèmes. Et les problèmes se multiplient au Cameroun et tout cela est dû au fait que la situation économique est désastreuse, il y a beaucoup de problèmes et il faut bien que les gens se disent que si le président de la République a convoqué ces assises, si le gouvernement avait pu à lui seul régler tous ces problèmes, il n'aurait pas eu besoin de convoquer ces assises. S'il a donc convoqué ces assises, nous appelons ceux du pouvoir à être un peu plus humbles et moins folkloriques, n'est-ce pas? Parce que, en fait, nous, comme je disais à certains de l'opposition, alors quand nous allons gagner, qu'est-ce que nous faisons du RDPC? On va les jeter en haute mer? Non. Donc je crois que ces assises, c'est pour que les Camerounais se réconcilient et que ne triomphent que les idées. Que les idées et que les idées. Le Cameroun ou les idées? Jean-Paul Ngoumou. Oui, un peu plus de considération. Je voudrais dire d'ailleurs avec le grand frère Sambaka qu'au centre, ça a été à peu près la même chose. Hein. Il y a eu des réunions, on ne sait pas comment ça s'est fait, il n'y a eu aucune information. Donc, beaucoup d'humilité, effectivement, et surtout de la considération. Merci à vous pour ce premier jet. On va prendre la transition et entamer le second thème de ce soir. Alors c'est par cette note, hein, signée le 16 septembre, le directeur général du port autonome de Douala informe le public que la procédure de recrutement d'un opérateur qualifié pour la rénovation, la modernisation, l'exploitation et la maintenance du terminal à conteneurs du port Douala-Bonabéry a abouti à la sélection de la société Terminal Investment Limited comme adjudicataire provisoire de la concession du dit terminal et du coup DIT qui a été concessionnaire depuis je crois 2005. Voilà, a dû comprendre que c'est plié alors qu'en principe il y avait des négociations pour essayer de voir si la concession pouvait être reconduite au moment où le directeur général du port a lancé un appel d'offres. Alors nous qui sommes un peu loin de tout cela, je commence peut-être par vous, Jean-Paul Ngoumou, au syndicat. Est-ce que vous pourriez nous refaire l'historique d'où on vient, comment on fait pour aboutir à une telle décision, notamment, et c'est aussi ça l'objet, je veux dire une décision qui fait quand même des grincements dedans. Mais une décision qui fait des graissements dedans, parce que, vous voyez, on va à la conférence, au grand dialogue national, mais on a l'impression que les Camerounais veulent toujours se battre contre eux-mêmes. Le directeur général du port, qui a été mon directeur général d'ailleurs... Vous y avez travaillé. Oui, et vous savez, quand quelqu'un pose des actes positifs, il faut les louer. Il est venu avec la normalisation, des choses qui avaient été préparées bien avant, c'était de revoir. Et les partis ont accepté s'asseoir à nouveau pour revoir la convention. Cette convention de 2004 qui est en réalité une véritable duperie. Ça, il faut le savoir. C'est d'ailleurs, à mon avis, une escroquerie. Parce que le Cameroun, parce que c'est le Cameroun qui concède en réalité à DIT. Le concessionnaire, c'était APMT, à qui a été chargé de constituer une société appelée DIT en 2004. Avec les participations que vous connaissez, 70% pour les étrangers, 30% pour les Camerounais, dont 6% pour le personnel du port de Douala et 2% pour le personnel des DIT, ce qui conférait quand même un droit de contrôle sur la société. Vous imaginez que 5 blancs vont s'asseoir, donc APMT Moller, j'ai rien contre les blancs, hein. Ils vont s'asseoir, APMT, Bolloré, SDV, vous avez deux autres sociétés qui sont des sociétés du groupe Bolloré, et
créer une société qui va s'appeler DIT, mais au capital de 300 millions et non de 4 milliards. La première escroquerie, elle est là. On a dénoncé ça à plusieurs reprises. La société est donc créée le 6 octobre. Vous avez tout sur la place publique, c'est là. Et en fin d'année, ils simulent une augmentation de capital. Donc, si normalement on reste dans les termes de la convention, ça veut dire qu'on part au-delà de 4 milliards. Mais eux, ils vont partir de 300 millions à 4 milliards. Disons, c'est un accordéon. Voilà. D'ailleurs, Hervé est mieux placé, il était avant, il connaît ces choses. Donc, dès cet instant, rien ne va plus. Et vous avez l'article 35 de la Convention qui dit d'ailleurs que pour que la Convention entre en vigueur, il y a 7 conditions préalables qui doivent être réalisées. Donc, la constitution du capital. Je vous assure qu'aujourd'hui, je cherche la preuve de cette augmentation de capital de DIT, du groupe de DIT qui est parti de 300 millions. On sait que le personnel du PAD, à travers le PAD a donné 240 millions, qu'à l'ouverture de la convention en 2005, au 1er janvier 2005, on le sait, il y a des éléments qui permettent de dire qu'il n'y avait pas plus de 600 millions dans le compte à la Société Générale. Et à ce jour, je vous dis qu'il est pratiquement impossible de prouver que DIT, l'actionnaire majoritaire, le consortium a libéré les 4 milliards. D'ailleurs, je vais vous montrer un document qui est sidérant, qui devait être... Attention, document, si je ne les ai pas validés avant... Non, je vous le montre, il est signé par DIT. Hein. C'est pas un document qui... C'est pas édité ici. Oh oui, non, il y a... C'est un document qui, normalement... Vous le soumettez à mon regard. C'est loin d'être la censure, hein, je vous non, même si vous censurez, c'est pas grave. Là, c'est les Camerounais... moins bonne aujourd'hui. Les Camerounais doivent... Non, censure pas ici. Et ça a été donné... Je l'ai reçu, je vous le dis à Paris, c'est les avocats de DIT, Bolloré et APMT qui me l'avaient remis. Parce que j'avais demandé, j'avais exigé que la convention soit annulée. Et vous voyez d'ailleurs que les directeurs généraux de l'époque ont signé, mais la partie camerounaise n'a jamais signé, parce que de ce document contradictoire devait en fait être le déclencheur du début de la convention. Quand vous parlez d'une duperie dès 2005, voilà. Mais ce que je veux comprendre, c'est, vous êtes peut-être pas fondé pour répondre, mais je veux dire, pourquoi dès le départ, ça n'a pas été dénoncé? Je veux dire que 2005, nous sommes en 2019. Non, en 2006, le directeur général Feu et Toundi Younou, après un certain nombre de choses, a écrit au président, je crois peut-être que c'est la procédure qui n'était pas bonne, de demander au président d'annuler une convention à laquelle il n'y avait rien. Oui. Donc c'est le port autonome de Douala qui aurait dû mettre en place un certain nombre de choses pour amener le Cameroun à dénoncer cette convention. Bon, prenons ce manquement de 2006. Ben, je veux dire que nous sommes en 2019. Venez dénoncer ça plus de 13 ans après. Nous l'avons dénoncé. Vous savez, on ne peut pas se prévaloir de notre propre turpitude. Hein, vous savez, je vous ai dit dès le départ qu'on se bat contre nous-mêmes. Bon, maintenant, ce qui s'est passé... Pardon, monsieur le député, on peut dénoncer un contrat même en 3000 quelque chose, si vous comprenez. Oui, mais je suis d'accord. Je vous le concède, mais je dis, compte tenu du contexte, il y a quand même des questions subtiles qu'il faut se poser. Sauf si vous avez voulu profiter au maximum de ce contrat, malgré son indélicatesse. Non, ce contrat, il n'a pas profité au Cameroun. Bien au contraire, vous savez ce qui s'est passé en 2014 et en 2016 avec l'engorgement qu'il y a eu au port autonome de Douala. C'est exactement parce que on ne pouvait pas assurer ce contrôle et la planification de la maintenance a été telle que la suite, vous la connaissez. Donc tout ça, c'est parce qu'à un moment donné, DIT se retrouvait pratiquement actionnaire, enfin, avec l'essentiel des parts de la société, pas de Camerounais. Les quelques Camerounais que vous avez qui sont dans le consortium, en réalité, c'est des SAPEM et autres qui ont 0,0 quelque chose pour cent. Le port de Douala qui ne porte pas, qui est là sans être en fait actionnaire, et qui est là en tant qu'autorité portuaire et qui assiste au conseil. Donc il y a cet ensemble de choses qui amènent donc à un moment donné à ce qu'on essaie de réviser la convention. Et les parties tombent donc d'accord, on arrive à... Alors Roger Boyom, considérons même que la concession soit un enfant né d'un péché originel, j'ai failli dire, pour emprunter... Alors, mais je veux dire que l'entreprise a quand même le temps de s'installer, de recruter 5000 Camerounais. C'est le groupe Bolloré qui a 5000 Camerounais, c'est pas des... Vous aurez la parole. D'investir, de rendre l'espace portuaire viable, au point où je veux dire, près de 14 ou 15 ans après, on réussit à refaire une concession dans un prix
4 ou 5 fois plus valorisant qu'il y a quand même 15 ans. Ouais. Alors je dis que, et c'est peut-être là qu'ils fondent les réserves, puisque le problème est au niveau du tribunal de DIT. Hein. Oui, je crois que c'est une affaire qui est d'un réel intérêt. Et je vais pour aller directement à la question. Je pense que M. Ngoumou, dans son récit tout à l'heure, il a eu des préoccupations, je dis, patriotiques, très nationalistes et puis de syndicalistes. Et j'ai bien pu percevoir que dans leur démarche, à la limite, ils n'étaient pas forcément toujours, tout au moins au début, accompagnés ou soutenus par jamais d'ailleurs l'autorité portuaire. Absolument. Voilà. Toujours est-il que il y a donc cette convention qui est signée, qui est établie et qui permet à cet opérateur d'opérer. Si je m'en tiens au document que le PAD, le port a fait circuler, notamment la note de synthèse, puis les tableaux qu'ils ont mis à disposition, on se rend bien compte que en termes de performance, dans l'intervalle, il y a eu un doublement de performance. C'est-à-dire que je parle bien des documents que le port a fait circuler. Hein. C'est dire qu'on ne peut pas reprocher à l'opérateur d'avoir été incompétent. Je dis que si entre 2005 et 2019, au moment où s'achève sa concession, ses performances avaient été piètres, ça se saurait. C'est-à-dire qu'on aurait eu des volumes au moins stagnants, sinon moins importants. Mais on se rend compte quand même qu'ils ont doublé. Ils ont même plus que doublé dans la période. Il y a eu visiblement aussi au plan financier des éléments qui indiquent que c'était une activité rentable. Alors maintenant, je crois que la préoccupation c'était de savoir à qui cela profitait. Et je crois qu'un des aspects qui soulève, c'est que de son point de vue, cela n'a pas profité comme il se devait à la partie camerounaise. Donc ça, maintenant il faut rentrer dans les méandres de la concession pour voir comment elle a été ficelée pour qu'on en arrive à cette situation. Et comme on le dit en droit, nul ne peut se prévoir ses propres turpitudes. Donc je veux dire qu'il y a une concession qui a été faite à un opérateur qui a opéré, si je peux me prendre, selon les possibilités qui lui étaient offertes dans le cadre de cette convention, qui a fait des résultats. Je veux dire que moi, je n'ai pas vu dans le document mis en situation par le port que DIT a été défaillant du point de vue des performances, du point de vue des résultats. Il y a visiblement insatisfaction. Et c'est là qu'on arrive au deuxième point. Il y a visiblement insatisfaction par rapport à des attentes qui seraient jugées non satisfaites. Je pense notamment à cette affaire de compensation sur les 72 milliards dont on parlait, qui seraient des fonds qui ont été réclamés à divers titres et qui ont amené, tel qu'on le voit, le port à vouloir trouver un autre opérateur. Maintenant, le problème c'est comment on y arrive. Comment on y arrive. Et je pense que la démarche est quand même problématique. La démarche est problématique. Il est tout à fait compréhensible que le port qui concède à un opérateur l'exploitation de son terminal ait le droit de changer d'opérateur, mais on reste quand même dans un environnement des affaires où il y a des règles et il faudrait que ce type de démarche se fasse dans les règles. Et je crois que c'est là toute la difficulté et le fait qu'il y ait cette communication importante du port trahit au moins une espèce d'embarras par rapport à cela. J'espère qu'on pourra peut-être voir dans le détail certains points qui ont été... Justement, puisque nous sommes dans la nouvelle concession, je veux dire, à l'issue de l'appel d'offres, il a quand même été relevé un certain nombre, et Roger en parlait à l'instant, d'incompréhension, je pourrais utiliser un mot gentil, de la part du concessionnaire, j'ai failli dire perdant, notamment la comparaison des données. Sortant, ça, dans tous les cas, il n'y est plus. C'était l'objectif de la phrase. Oui, puisque c'est oui, mais c'est juste en sens. D'accord. Il relève donc que dans la procédure du choix du concessionnaire provisoire, il y a quand même un certain nombre je veux dire, pas d'incompréhension, je veux dire d'imperfection, si je peux le dire comme ça, sur la comparaison des chiffres. Bref, les éléments mis ensemble pour comparer les deux entreprises ne reflètent pas forcément la réalité des faits, d'où ce sentiment d'injustice qui semble et avait comme ressortir de ce débat-là. Moi, je m'ennuie dans un débat où on fait les commentaires sur les commentaires parce que... C'est pas les commentaires. Non, je dis, on va faire les commentaires sur les commentaires des partis.
Ah, d'accord. Ne prêtez pas votre vocabulaire, c'est vraiment à mon âge. Parce que les partis sont dans une situation de rupture de contrat et que chacun veut tirer la couverture de son côté. Et je pense que ce débat, débat qui était suivi ne devrait pas faire partie du jeu des partis. C'est-à-dire, nous ne sommes pas ici ni pour le représenter, nous sommes ici pour essayer de voir objectivement comment en est-on arrivé là. Est-ce que c'est une situation normale? D'abord, la concession à DIT, qui n'était pas DIT au départ, avait un terme. Ce terme, c'est la fin, c'est décembre 2019. Et dans le droit des affaires, lorsque vous n'êtes pas satisfait pour des raisons quelconques, vous avez un délai pour remettre en cause votre association. Et c'est ce qui s'est passé. Tout le reste, aucun commentaire. Maintenant, la concession s'est faite dans des conditions, on ne peut pas revenir. Et les acteurs qui ont amené à la signature de cette concession au groupe en question, plusieurs ne sont pas là ou sont partis décédés ou certains sont en prison. Et j'ouvre une parenthèse, mais si on a le temps, on en parlera parce que l'argent n'est pas perdu pour tout le monde. Et maintenant, de quoi il s'agit? Il s'agit que l'autorité portuaire de Douala-Bonabéry a confié la gestion de parcs conteneurs de Douala-Bonabéry à un groupement, à une société. Et les règles de gestion de ce parc ont été définies et manifestement, ça date, plusieurs des éléments qui étaient contenus dans ce contrat n'ont pas été respectés. Et ils ont donc décidé de mettre fin à cette association au port autonome de la. Je vais vous donner une information très importante parce que les gens ignorent. J'entends ici et là comme s'il y avait une cabale ou une démarche du gouvernement camerounais contre le groupe Bolloré ou bien des groupes de Camerounais. Il faut savoir que Bolloré est actuellement concessionnaire de parcs conteneurs de Kribi. Et ça a eu lieu il n'y a même pas 2 ans, en 2017 je crois. Hein? Donc en septembre 2017. Donc il n'y a pas une volonté de chasser le groupe Bolloré. Je veux que ce soit clair. Parce qu'on a fait fuiter une lettre que je peux vous montrer, puisque je ne suis pas rédacteur, signée de M. Cyril Bolloré. Je ne l'ai pas validé, donc on n'en parle pas. Bon, on a fait fuiter une lettre. Non, mais on ne peut pas m'interdire, il dit ce que je sais. Dans cette lettre, le groupe demande l'arbitrage. Tant que cette lettre était certifiée, vous n'êtes pas le duché pour certifier. Laissez-moi subir si jamais. Non, vous n'avez pas subi seul si ça se fait ici. Ah non, c'est pas ce que ça se fait puisque j'ai dans mon téléphone. Bon, revenons donc. Le groupe a fait. Est-ce que ce contrat a été signé dans les bonnes conditions de l'intérêt du Cameroun? C'est manifestement non. Les uns et les autres ont été ouverts par les personnes qui ont signé ce contrat. Parce que vous verrez que les conditions financières de ce contrat sont plus proches d'un port fluvial que du port que Douala est stratégiquement dans la zone. Et on aura le temps de l'expliquer. Est-ce que ce contrat a permis le développement de l'infrastructure portière? C'est non. Parce que les infrastructures qui sont là actuellement, certaines sont d'occasion et d'autres sont dépassées. Et pourquoi est-ce que ce contrat subitement connaît une éruption qui a poussé à une situation de rupture? Parce que le port de Douala a été congestionné plusieurs fois. Et qu'à l'occasion de cette congestion, on a constaté que même les portiques, par exemple, éléments contenus dans le contrat, n'était pas de la dimension ni du nombre qui avait été suggéré. Donc, pour ma part, je crois qu'on est arrivé dans une situation où moi je vais rendre hommage. Quand je rencontre dans une situation des Camerounais qui savent défendre le trésor public, c'est-à-dire l'argent qui vous appartient, vous et moi, parce que ce n'est pas l'argent d'un individu, ce n'est pas l'affaire de Cyrus Ngo ou des administrateurs du PAD, c'est que c'est l'intérêt du Cameroun. Quand on parle des centaines de milliards qui disparaissent comme ça, il y a de quoi s'interroger. Alors je termine dans mon mot introductif en disant il faut de la sérénité, que les gars de communication, de médias, on achète les trucs les uns les autres, ça ne sert à rien parce que dans une relation d'affaires, il peut arriver au moment où vos intérêts divergent. Et je pense que tous ceux qui se lancent dans une espèce de bashing du groupe Bolloré ont tort,
c'est un grand groupe qui a travaillé ici, qui fait des choses qui par ailleurs dans d'autres activités, telles que le ferroviaire. Mais là, sur le dossier du port, là, quand on va y entrer, n'est-ce pas, ça ne sert à rien de créer un ministère de l'interdit de présenter, de dire, il va falloir que ceux qui pensent qu'ils ont bien travaillé nous présentent des chiffres et qu'on confronte les chiffres. Il s'agit de l'argent du Cameroun. Et donc, le choix qui a été fait, c'est de donner la concession du PAD, c'est-à-dire Douala Bonaberi, à un groupe qui promet. Maintenant, il faut vivre cela, d'apporter quelque chose de supérieur. Est-ce que j'ai été clair? La question de fond, je la pose à Cyril Sambaka. Je veux dire que si on dit qu'il y a, si on dit qu'en 2005, au moment de la signature de la concession, il y a eu des questionnements. Je présume qu'il ne faut pas qu'on retombe dans le même. Oui, il n'y a pas eu de questionnement. Disons que les gens sont en l'évidence. Bon, prenons ça comme vous voulez, mais je veux dire qu'il est clair, vous l'avez dit qu'il y a eu des manquements. Ah ben, c'est manifeste. D'accord. Je le dis donc. Alors le souci aujourd'hui, et Cyril Sambaka, je me tourne un peu vers vous, c'est justement d'éviter qu'on retombe dans ce même dilemme. Et pour cela, il faut donc une justice, une clarté, une transparence on va en parler, dans l'appel d'offres et dans les résultats. Moi, je ne dis pas les choses inexactes. Il va me corriger, vous allez me corriger. Quand vous avez parlé d'hôpital, j'ai eu l'impression que vous lisiez dans ma pensée. Parce que moi, je pense que les syndicats, c'est fait pour ça. Nous avons des syndicats qui savent revendiquer leurs droits. Et si je m'en tiens à ce que le syndicaliste a dit, il est allé revendiquer jusqu'en Europe. Bon, ça, c'est une chose. Mais de l'autre côté, vous avez le gouvernement qui a ses habitudes. Lesquelles? De laxisme, n'est-ce pas, qui laisse le temps passer et qui ne s'en tient pas au contraire. C'est-à-dire que pour qu'un document soit validé au Cameroun, ça prend énormément de temps. Et je pense que le port autonome appartient au Cameroun. Donc à partir de ce moment-là, ils doivent se référer à la hiérarchie. Mais si il y avait une symbiose entre cette entité et les syndicats, je pense que les syndicats sont beaucoup plus regardants. Et ils sont un peu les alertes. Donc, si nous ne connaissons pas les dessous de cette affaire, mais ce qui est au moins certain, c'est qu'un contrat a été signé. Le travail s'est fait de 2005 à aujourd'hui. Et il y a eu en route des problèmes. Où, je crois, le gouvernement a dû demander de faire des paiements rétroactifs, si je m'en tiens à ce que j'ai compris. Et ces paiements rétroactifs, les redevances, on les fait. Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi est-ce que s'il y avait des redevances contractuelles, on aurait dû chaque année attendre de l'argent à date? Mais tout ce temps est passé. Il n'y a pas eu cela. Maintenant, nous arrivons vers la fin du contrat et je pense qu'ils se sont encore assis. Ils se sont assis et ils ont arrêté un certain nombre de choses. Je ne connais pas les détails, mais je pense qu'il y avait une entente qui devait avoir une prorogation de quelques années, quelque chose comme ça, si je m'en tiens à ce que j'ai cru comprendre. Et je crois que le gouvernement n'a pas accepté. Le gouvernement est passé, mais non, la convention avait été faite. Mais le gouvernement, après, n'a pas accepté. Donc, ils ont mis tout de suite le processus, n'est-ce pas, d'attribution. Et je crois que c'est là où Bolloré dit nous n'avons pas été sélectionnés dans la shortlist. Pourtant, voici ce que nous avons fait. Vous voyez qu'il y a plusieurs intérêts dans l'affaire. Il y a ceux qui devaient être des actionnaires et qui estiment que ça n'a pas été fait. C'est le gouvernement, dans des conditions comme ça, qui appuie et dit voilà le contrat, il faut le respecter. Mais si le gouvernement ferme les yeux pour les réouvrir 15 ans après, ça n'augure pas bien. Pourquoi? Parce que Bolloré, DIT va partir, c'est Thiel, hein, je crois. Thiel va arriver. Il ne faut pas que
nous soyons toujours dans cette espèce de suspicion où, à la fin, on se dit, est-ce que Till ne va pas connaître le même sort? Donc vous voyez que, moi je suis un homme politique. Je parle pas de toi. Je suis un homme politique et je pense que les conventions, il faut bien les faire, il faut les respecter, il faut les suivre à la lettre. Quand il y a... C'est le business. Hein. Vous savez que le business, si vous êtes un peu endormi, ça vous passe sous le nez. Donc c'est du business. Alors moi je me dis, pourquoi il y a des syndicats? C'est pour veiller. Et vous voyez que dans cette affaire, ceux qui ont travaillé le plus, c'est les syndicats. Parce qu'on n'a pas compris pourquoi est-ce que le gouvernement, pesant de tout son poids, n'a pas tenu à ce que tout soit respecté. Si je m'en tiens à ce que Hervé est en train de dire, qu'il y a des choses qui n'ont pas été respectées, mais ce n'est pas à la fin du contrat qu'on vient constater que des choses n'ont pas été respectées. C'est pendant le contrat qu'on dénonce et on rectifie. Parce que je crois que si DIT veut rester, voulait rester, c'est parce que précisément, il s'en sortait. Et je dois dire qu'il ne faut pas oublier, au démarrage même, que si le Cameroun a un port, c'est celui de Kribi. Mais il n'est pas opérationnel parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de rail. Donc ce port fluvial est quand même limité. Parce que même les investissements qu'on peut y faire, c'est limité. L'ensablage et toutes ces choses. On gagnerait beaucoup plus, n'est-ce pas, à accélérer les rails et les routes sur Kribi parce que le flux peut être plus grand. Si comment on dit, si le chiffre d'affaires a augmenté, c'est précisément parce que il y a eu une sorte de rapidité aussi. Parce que si le port ne peut prendre que 2-3 bateaux, n'est-ce pas, il est normal que les choses aillent lentement. C'est pour ça que je parle du port de Kribi, qui lui, il a des capacités qui peuvent permettre d'avoir plusieurs bateaux à la fois. Mais là, c'est un port fluvial. Je ne pense pas qu'on peut aller à un chiffre d'affaires au-dessus des capacités. C'est pas vrai, ça. Donc ces capacités, on doit voir comment les optimiser. Moi, je ne suis pas du métier, hein, donc je parle en tant qu'homme politique. Je vois que au démarrage, c'était tout petit. Ça a grandi. Si ça peut agrandir encore plus, c'est à ce niveau qu'il faut réfléchir parce que c'est pas demain les rails et les routes pour Kribi. Roger. Oui, bon, moi je voudrais revenir sur quelques aspects, si on peut dire, historiques dans le qui apparaît comme le conflit, davantage, le conflit, parce qu'il y a une situation où il y a des qui se dit injustement mis à l'écart dans son désir de renouveler sa concession. Je crois quand même que lorsqu'il y a eu justement cette congestion de 2015, je crois, il y a eu au niveau du gouvernement un comité qui a été mis sur pied pour connaître de la question et qui a mis ensemble un ensemble d'acteurs. Et c'est à partir de là qu'est née cette situation où il y a eu sur la table cette question de paiement qui n'avait pas été perçue et qui avait été demandée à être restituée par la partie camerounaise. Suite à cela, il y a quand même un ensemble de discussions et je crois que les deux acteurs reconnaissent qu'il y a eu 6 mois de discussions âpres qui ont abouti à un accord qui indiquait que DIT devait payer 24 milliards à l'État du Cameroun et ils avaient obtenu en contrepartie de continuer sur 4 ans au-delà du terme de leur concession. Ça a été acté en 2017. Sauf que la partie camerounaise est revenue sur cette option et a décidé plutôt d'ouvrir à nouveau la concession en lançant un appel d'offres. Donc je pense que c'est dans tous ces va-et-vient qu'il y a eu justement ce qui apparaît aujourd'hui comme une difficulté. Le deuxième point qui semble incommoder véritablement l'acte actuel, c'est ce qu'il estime être une injustice par rapport au processus. Et quand il parlait de sa non-sélection, y compris au niveau de la préqualification. C'est-à-dire que les critères qui étaient mis en avant, à savoir la solidité financière et l'expertise, ils indiquent pouvoir les remplir. Au regard du fait que... pouvoir les remplir
Mieux que, au moins à hauteur, sinon mieux que ceux qui sont là, parce qu'il dit, et ce sont des indications qui ont été données, y compris dans le document du port dont je parlais, à savoir qu'il gère 77 terminaux dans le monde, et puis que financièrement quand même, les deux ont une surface avec une capitalisation en bourse de 33 milliards d'euros. Donc, ils estiment qu'avec ce type d'argument, il est quand même incompréhensible qu'ils soient éliminés sur des critères qui portent justement sur ces deux éléments-là. Donc, c'est bien que l'on remette avant ces éléments d'information, parce que après, comme j'ai dit, il revient au port, propriétaire de ce terminal, de choisir à qui il confie la gestion de son terminal. Ce qui est en cause et ce qui est en jeu, c'est la procédure justement de rupture. La procédure de rupture justement de leur collaboration. Je crois que c'est ça qui est en jeu davantage, plus qu'autre chose. Donc, j'ai pas d'autres éléments d'ordre purement technique, mais je crois que là il y a des éléments d'information qui sont disponibles et qui permettent quand même d'essayer de comprendre ce qui se passe. Jean-Paul. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que les pénalités de stationnement dont il s'agit sont demandées, exigées depuis longtemps. C'est pas en 2015. Chaque année, le PAD a facturé des pénalités de stationnement à DIT. En fait, même pas facturé. C'est DIT qui prélève les pénalités de stationnement et c'est reparti à la fois 50% au PAD et 50% à DIT. Ce qu'il faut savoir également, et c'est là où j'ai dit qu'il faut que les Camerounais sachent, parce que nous posons souvent des actes d'extrême gravité. Il y a eu toute une commission pour essayer de travailler sur ce problème. C'était en 2009, sous le directeur général d'Ayas. Il y avait le PCA qui était M. Fayengo, il y avait des représentants du ministère, il y avait des administrateurs qui participaient à cela, il y avait le directeur des DIT. Ces Camerounais qui ont été là se sont prononcés en violation du décret de 85 sur l'exploitation portuaire. Parce que dès cet instant, ils ont estimé que DIT remplissait un service public, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Donc, on revient, on exige que DIT paie ses stationnements chaque année, c'est là. Donc, oui, je continue. Je vais comprendre. Les représentants du port ont agi en violation des règles. Les représentants qui étaient là, le directeur général, je vous le dis, c'est un comité qui est là de l'époque, ils ont signé, ils ont validé qu'on ne devait pas payer ces pénalités. Sauf que le décret dit que c'est des pénalités, c'est dû, c'est des choses qui reviennent au port de Douala, à l'État. Quand on revient là-dessus, les impôts alertent, parce qu'ils ont provisionné cela. Ils se rendent compte que c'est un montant qui est provisionné. Mais avant de poursuivre, je comprends. Je veux dire que les gestionnaires du port de l'époque estiment que vous ne payez pas. On est d'accord. Je veux dire, c'est en contradiction d'un décret. Nul n'est censé. Non, je suis d'accord, mais je veux dire, vous revenez 15 ans après. Non, c'est pas de ça dont il s'agit. D'accord. On a demandé cet argent chaque année. Peu importe qui est arrivé, je vous dis ce qui, à un moment donné, voilà ce qui s'est passé. Ça n'a pas empêché qu'on continue à demander ces pénalités de stationnement. Ils sont dus. Ils sont dus. La grande escroquerie, c'est quoi? C'est que quand cette fameuse rencontre dont vous parlez se tient, DIT accepte payer les pénalités, reconnaît payer les pénalités, mais exige la prorogation de la convention sur 4 ans. Je vous ai dit qu'on n'est pas sûr. Attendez, je vous dis, parce que tout à l'heure, Hervé a évoqué certaines choses dès le départ, il faut savoir que la convention actuelle, quand on l'accorde à l'opérateur provisoire qui a été retenu, il y a quand même Créby à côté. On a vu comment ça s'est passé à Créby. À une certaine époque, il n'y avait pas suffisamment d'expertise. Et je voudrais vous dire également que ces gens qui sont en prison, il y a certains qui passent du temps à tirer sur le Cameroun, qui étaient des grands conseillers à l'époque, qui étaient des consultants hors normes. Je ne veux pas parler de... Non, cite pas de... Non, je ne veux pas parler, non, je ne cite personne, mais ils sont là. Ils sont là, qui ont contribué, qui ont été à la mise, à la confection de la convention de l'IT. Ils sont en prison à l'heure actuelle. Donc, en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que, à un moment donné, c'est un mariage. Vous le dites pas pour ça, qu'ils sont en prison à cause de cette convention? Non, qu'ils ont mal ficelé le truc au départ. Parce qu'il y a plusieurs problèmes. Non, non, attendez, allons-y. Nous sommes dans une convention. Et d'ailleurs, vous savez que les conventions, c'est négocié. S'il faut y avoir des négociations à un moment donné, c'est au terme
de la Convention, si on veut rester sur le plan juridique. Donc la normalisation qui est venue à un moment donné, c'était de se dire qu'on constate qu'il y a eu des différences de part et d'autre, asseyons-nous et arrangeons les choses. C'est ce qui a failli se faire. Sauf que l'État a estimé que non. Au vu de ce qui s'est passé à Kribi, où il y a une certaine expertise qui s'est mise en place, nous avons été dupés, qu'on revoie les choses telles quelles. Je dis non, ces gens nous doivent 24 milliards de pénalités, ils ont accepté de payer. Qui paye les 24 milliards? Mais on fait un appel à manifestation d'intérêt. Et l'appel à manifestation d'intérêt, ce que je voudrais vous dire, DIT n'a pas postulé. Mais avant, DIT n'a pas postulé. Laissez-moi permettez-moi de finir. APMT et Bolloré ont postulé. La situation aurait été un peu plus compliquée si c'est DIT qui postulait. Et DIT, Bolloré et APMT Moller ont eu un problème. C'est qu'on a demandé à un moment donné de certifier les états financiers. Ce que APMT a fait. Les états financiers de Bolloré ne sont pas bons. Ils n'ont jamais été bons. D'ailleurs, je voudrais vous dire que depuis 2004, à chaque assemblée générale de DIT, le commissaire au compte est absent. Et je voudrais également vous rappeler qu'il y a 2 ans, lors de la première participation du directeur général actuel à l'assemblée générale du DIT, dès qu'il y a eu le résultat, dès que le résultat a été positif, tout a été distribué. Il s'est demandé, mais comment est-ce que vous pouvez tout distribuer sans constituer de réserve? On a dit non, on va s'en occuper, on va s'en occuper. On a eu une discussion comme ça, lui dit que non, on a une société de truands en face. Donc, c'est vous dire que c'est des gens qui se sont rendus compte qu'en face, à une certaine époque, ou de connivence ou pas, ça ne tenait pas. Et pourquoi est-ce qu'on devrait s'offusquer dès l'instant où les gens viennent, qui ont une certaine lucidité, et se disent que non, on ne va pas nous tromper une deuxième fois. On est allé à un appel à manifestation d'intérêt. APMT, on a d'ailleurs, parce qu'on aurait pu écarter APMT et Bolloré, du fait qu'ils n'ont pas produit tous les deux des bilans certifiés, mais on a retenu, parce qu'APMT avait produit des états financiers certifiés, et il est arrivé 7e. Mais attendez, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il faut leur poser la question. Non, ils sont 7e, et maintenant les Camerounais, parce que les Camerounais ont tout le temps en tête qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a un certain nombre, il y a des groupes qui jouent, qui sont tapis dans l'or pour essayer d'activer. C'est un problème d'intérêt général, c'est un problème d'économie, c'est un problème de... C'est tout, c'est simple. Je vais vous dire la vérité, je m'ennuie, parce que je pense que, au lieu d'éclairer l'opinion, c'est comme si vous... Laissez-moi parler. Non, vous ne pouvez pas... Je vais m'exprimer. Certains ne veulent pas que l'opinion sache de quoi il s'agit. Je ne veux pas entrer dans un débat du management du DIT. Ça ne m'intéresse pas. De quoi il s'agit, M. Dipita? Et c'est pour ça que j'ai accepté votre invitation. Je suis copropriétaire en tant que citoyen du port autonome de Douala. Et le port autonome de Douala, les autorités camerounaises ont signé un accord, un contrat avec un partenaire pour gérer une structure de ce port, permettre le développement des infrastructures de ce port, améliorer les recettes du port et du trésor public. Voilà le débat. Et il arrive un moment où le propriétaire, l'État du Cameroun dit « Je ne suis pas satisfait au moins sur les trois principaux points de notre association. Nous sommes un État souverain et ils auront l'association dans les délais. » C'est là la question. Maintenant, ce que DIT, disons le groupe Bolloré, parce qu'on continue à dire DIT, c'est un cache-nez. Le groupe Bolloré dit, nous, on ne souhaitait pas que partir, nous qui? Parce qu'il faut savoir, en disant nous, ils deviennent de DIT. Nous ne souhaitions pas partir, on ne nous a pas permis d'être éligibles à l'appel d'offres. Voilà les débats qu'on pourrait avoir, mais qui sont accessoires, parce qu'il y a la vérité et autre chose. On ne nous a pas permis de compétir, et maintenant, ils procèdent eux-mêmes devant les tribunaux nationaux, avec leurs propres arguments que vous refusez qu'on évoque, puisque moi j'ai les arguments de Bolloré aussi. Ce n'est pas de la communication, ce sont les faits
de droit et l'effet financier. D'accord? Et les arguments du propriétaire qui s'appelle l'État du Cameroun, État souverain. Quels sont ces arguments? Les arguments pour faire en français facile, n'est-ce pas? Parce que tout ce qu'on va rentrer dans le détail, c'est pour enfumer la population. En français facile, c'est-à-dire qu'on a signé un contrat en 2004, et ce contrat qui devait durer, parce qu'il est arrivé à terme, devait permettre le développement du port de Douala. Est-ce que c'est le cas? Tout à l'heure, notre compatriote a dit oui, chacun en mesure, mais quand, à la faveur, par exemple, de l'appel d'offres, le Cameroun se rend compte que les propositions qui sont faites par la compétition prouvent qu'à port de taille égale, voilà ce que ça devrait amener. C'est la profession qui le dit, ce n'est pas l'État du Cameroun. Et deuxième chose, l'État du Cameroun dit, nous avions dans cette association à développer les infrastructures. Ces infrastructures n'ont pas été développées. Lorsqu'il y a eu 2 congestions, monsieur, pas une seule. La première, la dernière. Non, je parle de la première aussi, parce que c'était des alertes. On se rend compte, et c'est là que Sam et moi, nous avons, en tant que politique, interpellé en disant, mais comment vous pouvez vous rendre compte que dans une association qui plus touche un bien de l'État, quelqu'un ne remplit pas les conditions et vous ne faites rien. Pourquoi? Parce que la première alerte qui a eu lieu de cette congestion, c'est parce que les portiques ne répondaient plus. Je voudrais revenir, monsieur a été un journaliste économique, le développement du port, ce n'est pas DIT qui mettait l'argent, ce n'est pas un casino, c'est le développement du commerce qui fait en sorte que le port reçoit plus d'argent. Et lorsque ce commerce est freiné dans son développement parce que l'infrastructure, qu'est-ce que c'est qu'un port? C'est une gare qui reçoit et expédie les marchandises par voie fluviale, par voie maritime. Voilà ce que c'est. Et est-ce qu'une gare peut recevoir, si elle n'a pas l'infrastructure d'accueil, de dessert, de dégagement de marchandises qui ne sont pas conformes? Alors, l'État camerounais dit à son associé, vous nous avez fait retarder dans le projet que notre contrat devait nous permettre de réaliser en infrastructure. Il va même plus loin. Je vous donne un quatrième point parce que je suis obligé d'être télégraphique. Vous êtes plusieurs à soutenir que l'État n'a pas respecté. Moi, je dis non. Dans ce contrat, il était question aussi de transfert de savoir, de connaissance, de la maîtrise de connaissance. Pourquoi? Parce que l'État fait ce contrat en demandant que les professionnels de l'activité camerounais soient associés pour qu'il y ait un transfert de know-how. Ce n'est pas le cas. Donc, député, ce que je voulais dire, c'est que le débat n'est pas de savoir dans le détail si le portique est tombé en panne un jour. C'est que les portiques n'ont pas été installés dans les délais et que les derniers, d'ailleurs, moi je permets de le dire, qui ont été installés sont d'occasion, viennent de Chine et ne marchent pas bien. Et maintenant, à l'occasion de l'appel d'offres, on découvre que les autres prennent des engagements. Alors là, nous tous nous sommes en droit de dire, attention, nous avons déjà fait le coup. Tout à fait. Et ils vont installer 4 nouveaux portiques à l'entrée. Ils mettent 24 milliards de francs à l'entrée, c'est-à-dire au 1er janvier 2020. Ce n'est pas 3020. Ils mettent l'argent. Eh bien, l'État, un bon père de famille et qui gère bien un bien qui lui appartient et qui doit léguer aux générations futures, dit bingo, enfin le port va retrouver la rentabilité qu'il pouvait avoir. Voilà la question de droit. La question n'est pas de savoir qu'on aime X, Y, Z, qu'il est. Moi, je ne vais pas dans le procès. Et je peux même vous dire que je suis un libéral et je ne peux pas être d'accord, par exemple, que même l'État ne respecte pas son accord, un accord signé, pacta sunt servanda. Mais lorsque un accord n'est pas respecté par une partie et que de plus, nous floue dans nos finances, je dis attention. Et je termine en disant une chose. Vous savez que l'argent en question, parce que là il faudra qu'on ait un débat, et quand tu t'avais bien indiqué, n'est pas perdu pour tout le monde. C'est à DIT de nous dire les redevances qui devaient verser au trésor public, quelle voie ces redevances ont pris. Et ça ouvre un débat qui peut faire secouer la République. Secouer la République. Et lorsque j'ai évoqué quand on sollicite le président, on veut le mêler à quoi? Au stade actuel de cette affaire, elle est d'abord une affaire contractuelle entre parties, et le président, quand ça vous arrange, il faut qu'il vienne suspendre le temps de la justice, et quand ça vous arrange, il faut qu'il n'existe pas. Et dans cette affaire, député, pour terminer, aujourd'hui, mais lorsque plusieurs fois votre partenaire vous dit « je ne suis pas content de notre association », vous savez très bien que
lorsque le contrat lui permet de rompre, il va rompre. Arrêtons de dire qu'ils n'ont pas été sollicités. Ils pouvaient soumissionner comment? Pourquoi? Parce que c'était un appel d'offres international et qui est devenu restreint. Tout le monde ne peut pas avoir à être expert en activité portuaire. Il y a une dizaine, à peine 5 grands groupes dans le monde qui peuvent le faire. Donc, dans cette histoire, je salue enfin le patriotisme, le professionnalisme de Cyril Ngongo et ses équipes. Je salue le courage de l'État camerounais et je dis qu'il faut faire arrêter cette histoire qui consiste à nous dépouiller. Hein? Non, je le dis. Donc, quand vous allez faire 50 fois le tour pour dire est-ce que l'État a respecté, il a respecté. L'État a respecté les délais et il a prévenu en question. Et tout le reste, c'est de la communication. Et là, nous allons aussi tous entrer dans la communication. Roger. Ben, elle va en plein dans la communication. Non, elle va en plein dans la communication. Non, je pense que dans ce qu'il a dit, il a posé quand même, pas quand même, il a posé un ensemble de questions et il a soulevé des points qui me semblent essentiels dans ce qui est en jeu et dans ce qui est en cause. Alors, simplement, il ne faut pas qu'on perde le Nord, par rapport à nos manquements. Je dis que si nous avons les difficultés qui nous amènent à la situation d'aujourd'hui, il y a une bonne part de responsabilité qui incombe à des individus dans notre État. À la partie camerounaise. Elle n'est toujours pas des individus. Ok. Il y a une évolution et on peut bien comprendre que l'autre acteur, qui a lui aussi des Camerounais, quelle que soit par ailleurs leur importance dans sa constitution, qui a aussi des Camerounais, soit en droit de se poser des questions par rapport à l'évolution de la situation. Donc, sur ce que le Trésor public a perdu ou gagné, je crois que on voit des chiffres passer de part et d'autre où chacun dit j'ai raison, j'ai pas tort, et ainsi de suite. Donc, il faudra bien que il y ait quelqu'un qui vienne clarifier pour dire que contrairement à la prétention de tel, voici plutôt la réalité. Toujours est-il que pour l'instant, la partie qui s'estime lésée estime avoir rempli sa part. Attends, qui est lésé dans cette histoire? Qui s'estime? Non, qui est lésé? C'est l'État du Cameroun. La partie qui se plaint pour l'instant. Qui se plaint? Qui se plaint et qui s'estime lésé estime avoir rempli son contrat et selon elle, bien au-delà de ce qui pouvait en être attendu. C'est une question de version contre version. C'est pour ça que je dis il faudrait bien que des clarifications soient apportées le moment venu. Toujours est-il qu'il y a quand même des choses qu'il faut aussi évoquer pour éviter que nous ne tombions dans ce qui peut s'apparenter à la manipulation. C'est quand même difficile quand on fait une comparaison, Hervé. Oui, vas-y, Roger. Quand on fait une comparaison, on compare pas deux périodes de la même manière. Je vous dis que en 2004, je ne sais pas quelle était la valeur. Je fais un parallèle. Lorsque les sociétés de téléphonie mobile viennent s'installer, leur ticket d'entrée il est dérisoire. À la limite, il est dérisoire parce que personne n'a encore la mesure ou la maîtrise de ce que ça vaut vraiment et tout. Donc, elles ont payé des montants qui étaient quasiment des cadeaux. Sauf que quand il a fallu renouveler leur licence, on a bien vu que elles ont payé 4-5 fois le prix. Et que ceux qui sont venus dans l'intervalle ont eu à payer des tickets d'entrée beaucoup plus élevés. Donc, on ne peut pas, par rapport au tableau que j'ai vu circuler, c'est difficile quand même de dire qu'en 2004, on a payé 600 millions et que maintenant on va payer 24 milliards. C'est normal de payer 24 milliards aujourd'hui. C'est normal parce que la situation n'est pas la même. Les acteurs sont plus lucides, comme il l'a indiqué. Arrête Roger. Hervé. Les acteurs sont plus lucides. C'est un journaliste économique que je n'avais pas. Mais l'avantage avec lui, c'est que quand vous parlez, vous écoutez. Ah, mais c'est pas un cimetière ici. Non, ça peut l'être. Ça me démange d'entendre. Ça peut être le temps que la personne. Il n'y a pas de souci, Hervé. Merci. On va y arriver. Voilà, donc je dis. La valeur du ticket d'entrée aujourd'hui, elle ne peut pas être la même. Ça, pour moi, c'est une évidence. Le dire n'a rien de révolutionnaire. 24 milliards. 24 milliards. Encore qu'on pouvait bien prétendre à plus. Je crois que le ticket à Kribi a été plus élevé. Voilà. Donc, je veux dire qu'il n'y a pas un exploit en cela. C'est normal, c'est juste pas correct de prétendre que
En 2004, on avait été floué. C'est juste que les conditions ne sont pas les mêmes. C'est pas comparable. Il ne faut pas faire de parallèle. Aujourd'hui, on a été floué. Mais moi, je vous ai Hervé, dit. une seconde, il termine. D'autre part, dans cette guerre de chiffres, parce qu'on y est, je dis que l'État camerounais estime, et ça peut se comprendre, qu'il mérite de tirer de meilleures ressources de son infrastructure, et donc a des attentes ou à des prétentions qui ont été élevées à la hausse, et l'autre dit, vous surévaluez les capacités réelles, parce que c'est aussi un des éléments, que les capacités réelles du port par rapport aux chiffres qui ont été présentés dans le document de synthèse, qui estime par exemple le trafic à plus qu'un triplement, parce que je crois qu'on l'envisage sur 600 000, vous avez été eu d'ici à... Ce qui suppose que le volume du trafic sur ce port aura augmenté. Absolument. Alors, ça, c'est une supposition. Alors, c'est assis sur quels éléments? Dans un environnement où on aura de nouveaux ports. Oui, on aura de nouveaux ports. Oui, un nouveau grand port. Il est probable que d'ici le terme de cette échéance, on ait un autre port, par exemple Antico. Donc, ce qui va diluer ou diminuer probablement, c'est possible. Qu'est-ce qui garantit? Parce que il se trouve que le trafic, depuis la mise en activité du port de Kribi, quoi que ce soit un démarrage ou qui est commencé, on a quand même noté qu'il y a eu un impact sur les volumes traités à Douala. Oui. Non, oui. Roger. Pour le moment, pas vraiment. Oui, il y a eu un impact au-delà de la conjoncture liée peut-être à des soucis économiques. Il y a un impact. Donc, on ne peut pas tout de suite tomber comme ça dans une espèce d'optimisme qui donne l'impression que on va aller vers un quasi-triplement des volumes d'ici 20 ans. C'est quand même... C'est un procès en sorcellerie, ça. Hervé. Non. Terminé. Non, il a terminé. Non, il n'a pas terminé. Non, Hervé. Je peux, s'il te plaît, juste un mot. On peut s'entendre. Je suis patient quand tu... Oui, s'il te plaît, je peux dire un seul mot. Tu auras l'occasion. Mais je dis, tu l'as dit tout à l'heure, on reste quand même dans le cadre de ce qui de la nouvelle convention sur des promesses. Oui. Et des personnes qui s'y connaissent quand même estiment que c'est quand même des promesses extrêmement optimistes au regard de certains des éléments que je viens d'évoquer. C'est-à-dire que espérer que d'ici à cette échéance, on aura ce volume en termes de trafic sur ce port, alors qu'il y aura de nouveaux ports qui auront atteint certainement un certain niveau d'activité, c'est quand même assez hasardeux. Donc c'est pour ça que je dis, il y a aussi dans cette guerre de communication, parce qu'on y est, dans cette guerre de communication, des éléments qui circulent qui ne sont pas toujours de nature à simplifier la compréhension de ce qui se fait. C'est ce que je tenais à dire. Sam d'abord. Oui, je pense que il est difficile aujourd'hui de penser un autre port parce que le port de Kribi n'est pas opérationnel. Par exemple. Alors tout le monde se précipite sur ce port fluvial pour gagner de l'argent. Mais ce que Hervé oublie de dire, c'est que quand on est dans un environnement où pour gagner un marché, il y a des voies parfois compliquées. Les entreprises qui veulent gagner le marché sont soumises à un certain nombre de choses que nous, on ne sait pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains sont allés en prison. Donc, il faut en même temps reconnaître nos propres erreurs, ensuite voir comment on peut les corriger. Mais on ne les corrige pas seulement avec la souveraineté ou le patriotisme économique. On les corrige, n'est-ce pas, en assumant les erreurs que nous avons faites. Comme ça, on peut les corriger et à l'avenir, il y aura une sorte de transparence. Quand vous-même, vous dites que des gens se sont retrouvés, ils ont signé une convention que le gouvernement a dénoncée par la suite. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que
quand vous vous asseyez autour d'une table, les différentes fautes se ressortent. Et quand ça ressort, vous vous dites, au lieu d'aller au procès, il vaut mieux une entente. Et quand vous vous entendez, c'est un engagement. Maintenant, je vous entends parler de 24 milliards. Je ne sais pas très bien, mais j'ai cru comprendre que le gouvernement camerounais demandait à Bolloré à DIT non, je crois même que je pense même que Maes a plus d'actions que Bolloré dans cette affaire. On va en parler parce que le nouvel adjudicateur Maes est dedans. Donc, oui, Maes n'est pas dans la convention. Il n'est pas. DIT. On va expliquer. Alors, moi, c'est ce que j'apprends. Voilà. Donc, oui, c'est pas Maes. Non. Donc la réalité aujourd'hui, c'est que quand on fait, quand il y a des litiges et que vous vous asseyez, vous trouvez un terrain d'entente, il vaut mieux le respecter. Bon, si vous ne le respectez pas forcément, vous allez au procès. Mais moi, je ne sais rien des dessous de cette affaire. Je vous écoute d'abord avant de donner mon point de vue. Donc je pense que le Cameroun gagnerait à faire dans la transparence. Parce que s'il y avait eu la transparence au départ, je ne pense pas que ces manquements auraient pu avoir lieu parce que et ceux qui devaient au port, tout comme la DIT, être actionnaires, je ne sais pas s'ils ont touché leurs dividendes. Ah non, on va en arriver. Le personnel du PAD, là, il revendique 9 milliards. Si le personnel du PAD est dans l'affaire et qui n'ont pas touché, ben, le contrat est arrivé à terme. Et c'est ça mon problème. Et c'est ça ma préoccupation. Qui a couvert pour toutes ces défaillances? Parce que là, si on ne met pas le doigt là-bas, celui qui arrive risque de subir la même chose. Donc pour moi, je salue la vigilance des syndicalistes, parce que eux, c'est leur métier, hein, c'est-à-dire qu'ils sont pointilleux. Mais en même temps, l'État, est-ce qu'il gagnerait à mettre des gens en prison qui font des complaisances? Est-ce que les sociétés qui veulent gagner une part de marché doivent se soumettre à cela ou bien parler d'éthique? Tout ça, les fautes sont partagées. Parce que de toutes les façons, quand on arrive à une convention où il y a des non-dits, mais qu'il y ait des signatures des autorités camerounaises qui engagent le Cameroun, il faut se dire que nous devons plutôt aller vers la transparence, parce que celui qui arrive, il a envie de travailler. Quelles sont les conditions que vous lui posez au départ? Est-ce que ça s'arrête aux soumissions? Toutes ces questions, il faut y répondre. Maintenant, je ne pense pas que ce soit un problème véritablement de Bolloré, parce que Bolloré, partout au Cameroun, je crois que DIT n'atteint pas 500 personnes. 450 personnes par là, mais il faut aussi avouer que quand vous y allez, hein, vous trouvez, c'est des Camerounais que vous trouvez là-bas. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'expatriés. Jean-Paul, non, s'il vous plaît, Jean-Paul, juste... Vous serez puni dans votre tour. Hein. Oui, oui. Je voulais d'abord relever pour apporter quand même, je vais donner la parole à Hervé, que parlant après la suite, les éléments justement d'appréciation en comparaison au moment de l'appel d'offres relevé par DIT, c'est 8 points. Il parle de la comparaison de données certaines à des projections potentielles non engageantes pour la plupart, une surévaluation manifeste des projections de trafic sur la période 2020-2034, un calcul erroné des retombées de la rentabilité du TAC, donc le terminal, sur l'économie nationale, une mauvaise évaluation du droit d'entrée, une surévaluation du montant des redevances, une diminution significative et inquiétante du coût moyen d'exploitation par conteneur, les actionnaires nationaux négligés et puis des gains illusoires. Donc c'est des éléments d'appréciation. Peut-être qu'avant que Hervé n'intervienne, je voudrais rappeler que les 10 premiers opérateurs mondiaux, parmi les 10 premiers opérateurs mondiaux, 6 étaient en compétition au port de Douala. Donc si les 6, et celui qui gagne pour le moment,
n'est que 7e. Donc, s'il arrive à gagner, si les 6 n'ont pas pu passer, comment vous pouvez dire que nous avons... C'est eux qui font des propositions. On dit bien provisoire, parce que va s'ouvrir maintenant une autre phase. Non, la phase des négociations. De consolidation de tout ce qui a été dit. Est-ce que je peux dire quelque chose? Si Jean-Paul a terminé. Oui, je peux, Jean-Paul. Oui. Je voulais dire que je suis d'accord avec Sambaka, malgré les objectifs qu'il veut toujours mettre en cause. Et je pense que si tout le temps on a fait des choses qui étaient obscures, pour une fois qu'on met les choses dans la transparence, nous devons applaudir. Il y a eu des concessions, parce que le débat que le député devait donner au peuple camerounais ici, dans quelles conditions se sont faites les privatisations? C'est vous qui débattez, c'est pas moi. Non, s'il vous plaît, c'est toi qui dois organiser, c'est toi qui... portez les arguments que sont... Dans quelles conditions se sont faites les... Alors, au-delà de mes questions. Dans quelles conditions les privatisations ont été faites? Et l'argent est allé où? Dans le trésor public ou pas? Vous comprenez ma question? Je ferme la parenthèse. Je reviens en ce qui concerne le débat aujourd'hui du terminal conteneur Douala-Bonabéry. Mais je suis désolé, Sam. Ce n'est pas parce que tout le temps, je n'ai pas vu que tu me volais, ou bien j'avais un de mes fils qui était complice du vol, qu'au moment où je constate que ce vol a trop duré, je ne dois pas l'arrêter. La victime de cette affaire, c'est le trésor public. La plupart des grandes entreprises dans certaines activités sont des percepteurs d'impôts. Les 24 milliards d'impôts que réclame la remise immédiate, que l'État demande la remise dans le trésor, mais c'est l'argent du trésor de l'État du Cameroun. D'où vient-il qu'un entrepreneur privé lui mette en chantage en disant « Je ne te remets ça que si tu me prolonges de continuer à siphonner tes caisses ». Nous, on ne peut pas accepter cela. Nous sommes dans une relation qui est inacceptable. Même les Camerounais complaisants devaient faire très attention parce qu'il n'y a pas de prescription dans ce domaine. Pour revenir à ce dossier... Mais Hervé, si tu permets... Oui, vas-y. Oui, vas-y. À ce niveau, après, il faut bien situer la responsabilité. Oui. Je suis d'accord sur le principe par rapport à ce qui vient d'être dit. Mais sauf que, pour ce qui est dit, au moment où cette proposition a été faite de payer les 24 milliards, ils se sont mis d'accord et de plonger 4 Ah non, ça, le propriétaire de PAD a refusé. Ils se sont mis d'accord, c'est ça le propriétaire du PAD, c'est l'État du Cameroun. Qui a accepté? C'est le PAD. Non, c'est le PAD n'est pas l'État du Cameroun. Mais il a... Mais qui signe la convention de 2004? C'est avec mandat express. Mandat, une délégation, donc, comme là. je pour le moment là. Monsieur Ngoumou. Mais là, c'est le jeu de mots. C'est fort de ce mandat que le PAD a mené les négociations. Qui lance l'appel d'offres? Est-ce que je peux dire quelque chose, s'il vous plaît? Qui lance l'appel d'offres? S'il vous plaît. Donc, en droit des affaires, en droit des affaires, monsieur le député, l'État du Cameroun ne peut pas contracter avec un privé. Pardon. Surtout dans ce domaine. Il a créé un établissement public qui a même un caractère industriel et commercial, le PAD, qui a le mandat de l'État pour les activités. Mais ce mandat n'est pas un mandat absolu. Lorsque l'État du Cameroun constate que le PAD, par hasard ou par mauvais coup, a contacté quelque chose qui est contraire à l'intérêt et à l'ordre public économique, il dit stop. C'est un pouvoir que l'État, il n'a pas souvent exercé, je le regrette, parce qu'on peut trouver dans d'autres activités où certaines entreprises, pour des raisons de rétrocommission, ont bradé les intérêts du Cameroun. Laissez-moi terminer sur ce dossier parce que j'ai trouvé beaucoup de plaisir quand le député m'a sollicité de venir à ce débat. Parce que là, c'est l'occasion de dire à des Camerounais ne venez pas vendre le Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, les Camerounais s'en prennent à Bolloré. Mais un homme d'affaires, il fait des affaires, il gagne l'argent là où il a des possibilités. Ce sont les Camerounais qui ont fait en sorte qu'ils se trouvent dans ce pays. Justement, les Camerounais s'interrogent pour savoir si le nouveau partenaire qui arrive là, c'est alors, je vais arriver à la vente du Cameroun. Je peux donc faire une parenthèse. Qu'est-ce qui garantit que ce n'est pas une nouvelle vente? Monsieur le député, puisqu'on s'est trompé en 2005, et que 19 ans après, 15 ans après, pardon, Roger, on découvre qu'on s'est trompé. On ne veut plus se tromper. Vous êtes en train de faire... Avant de développer. Vous êtes en train de faire un procès préventif. Non. Mais nous, on a subi... Avant de développer, pour démontrer qu'on ne se trompe plus, il faut éclater la transparence dans le processus. Mais on va arriver, mais M. Dipa, ne m'empêchez pas de parler. Alors, là, justement, à l'occasion de cette affaire, qui n'en est pas une en réalité, puisque tout le monde sait
quelle va être la conclusion. Mais à l'occasion, je salue ce que vous faites ce soir. Vous mettez le débat sur la place publique pour accélérer la transparence, parce que plusieurs de nos compatriotes qui se trouvent dans des positions de pouvoir croient qu'ils ont la science infuse, se trompent tous les jours, et les affaires au PAD, le Sénat, comment on appelle ça, c'est ça? Le dragage du Sénat, ce sont des scandales d'une profondeur c'est océanique, vous comprenez? Et aujourd'hui, STV nous permet de voir que, tiens, il faut quand même mettre de l'éclairage dans tout ça. C'est la raison pour laquelle je dis, je salue le courage de la nouvelle équipe qui s'est occupée de ça. Parlons-en un peu des acteurs. Parce que vous savez pourquoi on arrive à cette situation? Parce que pour une fois, le port est dirigé par une équipe qui était à la primature en charge du dossier des infrastructures. Et ces jeunes ont dit, stop, on ne continue pas. On ne continue pas dans ce sens. Parce qu'étant la primature, ils voyaient tout de là. Vous comprenez? Ce qui font l'inquiétude, justement, c'est que ces jeunes, comme vous dites, ont fait un choix. On fait un choix de reconduire la convention. Non. Ils se sont fait taper sur les doigts par le gouvernement, par l'État. Et justement, c'est ça qui éveille un peu les inquiétudes. Député, si je me trompe, vous avez l'habitude de me rappeler alors quand je prends des libertés avec vos règles. Oui, allons-y. Ça n'enlève rien de la pertinence de ce que je dis, si j'ai raison. Et ce qui se passe lorsque un démembrement de l'État fait un mauvais contrat, c'est bien justement qu'il y ait des gens qui disent non, c'est contraire à l'ordre public économique de notre pays. Et je ne comprends pas là où il y a un débat. La nuance. Par rapport à ce que parce que ce n'est pas exact un peu cette histoire. La nuance par rapport à ce que Dibita relève, c'est que tu saluais la lucidité de cette équipe et qui tient de ce qu'elle avait par le passé connu de ces questions étant Premier ministre. Sauf que c'est cette équipe qui fait ce deal de 24 milliards en 2017, avant de se faire taper sur le... Non. Je ne pense pas qu'il y ait eu remise en cause. Oui, je ne pense pas. Je n'ai pas encore vu dans la communication du port. Et il faut dire que le port autonome communique sur cette affaire. Heureusement, il commence à communiquer. Depuis Cyrus, passé avant, c'était la tour de Babel. Je n'ai pas encore vu dans leur communication un élément qui remet en question cet accord, qui dit qu'il n'a pas existé. Ça non, alors Roger... Par contre, ils assument bien le fait de n'avoir plus respecté cet accord. Maintenant, ça tient de quoi? Probablement de ce rappel à l'ordre. Et qui constitue la gêne de celui qui est parti Roger, simplement. Et il ne veut pas avoir de gêne. Pourquoi? Parce qu'il a enseigné même aux élèves de première année de droit que tout accord qui est contraire à l'ordre public est nul et de nul effet. D'accord? Vous pouvez être vice-Jésus-Christ. Si vous faites un contrat qui est contraire à l'ordre public, on vous dit d'arrêter. Vous comprenez? Dans cette affaire, je crois que nos compatriotes étaient vite allés en besoin parce qu'il fallait récupérer cet argent qui appartient au Trésor. Mais le Trésor est libre quand vous allez, quand le service des impôts vous dit vous nous devez tant, il lance le recouvrement, vous pouvez négocier létalement, mais vous n'effacez pas d'autorité la dette que vous avez vis-à-vis du Trésor. Alors nous sommes là devant une situation où il faudra que Dibita aille mettre son nez dans d'autres entités pour voir si les gens ne négocient pas au détriment de l'intérêt public et tout. Moi je salue l'équipe actuelle du port parce que pour une fois ils ont fait courir, preuve de quoi. Vous avez vu les Camerounais qui n'auraient pas négocié de prendre quelques miettes, même des centaines de millions pour effacer la dette. Ils ne l'ont pas fait. Ça veut dire que quelque chose bouge. Et Sam devait être content. Voilà l'intérêt du débat. Parce que ce débat n'est pas comptable pour voir dans le détail. Et lorsque Sam félicite les syndicats, mais dans un système économique, les syndicats font partie des acteurs majeurs de l'ordre public. Sauf quand ils se mettent à faire du n'importe quoi, les syndicats sont partis. Il ne faut pas les féliciter. Ils remplissent leur mission. Et aujourd'hui, le Cameroun a une position défendable sans même faire d'efforts. Il faut que ça cesse, qu'on nous taille de la laine sur le dos. Donc il ne faut pas défendre les syndicats, je ne vous défends plus. Mon père était syndicaliste. Je ne vous défends plus. Non, je sais que qui paye mal paye deux fois. Bravo Sam. Bravo. Bon, maintenant la différence c'est que vous allez payer deux fois. Ceux qui ont encaissé l'argent sont en prison. Ah, et vous le connaissez déjà. Tu vois, tu es fort, hein? Et
en général, nous connaissons le système dans lequel nous sommes, puisque si vous allez à Kondengui, vous allez rencontrer des gens qui ont été dans le même ministère, qui sont accusés de détournement, qui sont à Kondengui, et ceux qui les ont remplacés, accusés de détournement, ils sont à Kondengui. Ça veut dire que comment stopper l'hémorragie? La transparence. La transparence. Parce que il faut donner à César ce qui est à César. On met en compétition des gens. En même temps, il y a des choses qui se passent dans les dessous de table. Et vous, vous êtes opérateur économique, on vous dit si vous ne faites pas ça, circulez. Voilà. C'est ça qui a plombé le Cameroun. Et je veux dire que la destination Cameroun doit être relookée. Doit être relookée pour qu'elle soit plus attrayante. Pour qu'un contrat signé soit respecté par les deux parties. Mais là, le contrat est respecté, hein, mais au détriment du Cameroun. Non, c'est pas de ça qu'on parle. Je suis en train de dire que les inquiétudes de tout le monde, c'est que s'il y a eu de telles choses avec Bolloré, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu avec celui qui arrive? Qu'est-ce qu'il y aura dans Al-Camerco? Qu'est-ce qu'il y aura, etc., etc. Ça commence à parler. Donc la transparence est de rigueur. Et moi je dis encore que les syndicalistes doivent se mettre debout pour travailler pour leur pays. Tout à fait. Qu'ils soient des patriotes. Des lanceurs d'alerte comme vous. Je voudrais dire, pas seulement les syndicalistes, nous devons. Non, c'est chacun, je dis que les syndicalistes sont des lanceurs d'alerte, ils dénoncent, n'est-ce pas, quand quelque chose ne va pas. Sauf que ce n'est jamais repris. Depuis 2007, nous sommes sur ce dossier. On a saisi tout le monde. Qui a verrouillé? Nous tous. Voilà. Nous tous. Parce que, vous savez, transférer la responsabilité à l'autre est très facile. Tout à fait. Transférer la responsabilité est très facile. Je voudrais quand même vous faire remarquer que DIT a porté cette affaire en arbitrage. En arbitrage. Ah oui. Il faut le savoir. Hein. Ça a été porté en arbitrage. La première décision n'est pas du tout intéressante pour eux. Et ça continue. Donc, ce que je voudrais dire, il y a eu transparence dans cette opération. Je ne voudrais pas faire de procès d'intention parce que je ne sais pas ce qui s'est passé en bas. Il y a eu appel à manifestation. Sous l'eau. Je n'étais pas sous l'eau. Il y a eu appel à manifestation de candidature. Je vous dis, rien que sur la base des éléments qui ont été sélectionnés et objectifs, oui, sur la base des éléments objectifs, DIT, pas DIT, APMT et Bolloré se sont retrouvés septième. Voilà la vérité. Maintenant, qu'il veut se plaindre parce que DIT est l'opérateur du terminal, je vous dis, c'est autre chose. C'est la sorte mouton. DIT, c'est Bolloré, APMT, des Camerounais, un certain nombre de choses. Bolloré, APMT, c'est un autre groupe. Et je voudrais d'ailleurs vous dire que dans les plaintes qui se font, il y a une troisième société, je sais plus, le nom m'échappe, qui se retrouve, je ne sais pas d'où elle sort. C'est un nom bizarre là, que je n'ai pas vu depuis 15 ans. Ah bon? Oui, je vais retrouver dans mes documents. Vous avez APMT, vous avez Bolloré et quelqu'un d'autre. C'est pas l'association de Camerounais qui n'a pas marché à Kribi là? Non, c'est pas cette Roger Oui, député. Encore 20 minutes. Hein. Je crois que au niveau de l'information, il faut. Là, je suis ce qu'il a dit par rapport à DIT. L'arbitrage qu'ils ont perdu. Moi, je ne dis même pas encore. Non, ils ont perdu. Bravo, Roger. Ça commence à venir. Mais c'était sur la compétence du tribunal à faire stopper la procédure d'appel d'offres. Ils ont été déboutés. Donc, je veux dire, ce n'était pas une question au fond. C'est une question de fond. Mais attendez, c'est une question principale. Si on demande que la procédure pendant qu'on y est, puisque... Non, on ne demande pas que la procédure... Le tribunal qui était saisi dit que je ne suis pas compétent pour connaître que cette aspect... Vous voyez, Bolloré ne pas savoir à qui s'adresser quand il fait une action judiciaire. Pour condamner les journalistes, c'est facile, non? Attends, je parle de faire, Hervé. Hervé, restons dans le dossier. Ce que j'ai factuel. C'est-à-dire, ils les ont saisis pour cette raison-là. Je suis d'accord. C'est pour dire, nous ne sommes pas compétents pour nous prononcer sur cet aspect. C'est cet aspect qui a été porté ici à la connaissance du tribunal administratif. Qui est d'ailleurs attendez, le tribunal administratif a été saisi en premier. Oui, avant, je veux dire que c'était deux procédures concomitantes, si on peut dire. Il y avait une troisième, deux procédures concomitantes. Donc, là-bas, on s'est prononcé pour dire on n'est pas compétent. Ici, au niveau de Douala, ils ont eu gain de cause.
avant qu'il y ait... Le pouvoir. Non, le pouvoir suspendait la procédure. Bravo, Roger. Oui. On va et c'est un contrat administratif? De toute façon, ce tribunal... C'est une autre question. Attendez. Maintenant, il faut faire le procès du tribunal qui s'est prononcé pour savoir s'ils ont eu la bonne appréciation de la situation. Donc voilà, moi je n'ai pas la compétence pour le faire. Mais c'est pas j'ai pas la compétence pour le faire. On n'a pas de tribunal de commerce ici. Ce n'est pas un acte administratif. Voilà. Donc ils se sont prononcés pour dire qu'il fallait suspendre la procédure. Le port légitimement fait appel au niveau de la Cour suprême. Et je crois que on est toujours dans cette procédure. Non, on a avancé. C'est clair, oui, par rapport à définitivement. Les choses ont avancé. On a convoqué les partenaires pour la consolidation des propositions pour signer. Est-ce que la Cour suprême s'est prononcée? Je parle de la procédure. Oui, mais je ne parle pas il m'a interdit de parler de la lettre du président. C'est dommage. Non, je ne veux pas interdire. Ah, d'accord. Hervé, peut-être nous parlons de deux sujets. Je ne parle pas de la procédure qui, elle, avance. La procédure... elle n'est pas suspensive. Il y a la loi de 2006 sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême. Et cette loi, le pouvoir contre une ordonnance de sursis à exécution de l'acte administratif suspend de plein droit l'exécution de la dite ordonnance. Est-ce que c'est un jugement définitif? Là, c'est un pouvoir que le port a fait qui suspend la décision de la Cour d'appel. On est d'accord dessus. Mais est-ce que ça veut dire que la procédure est totalement arrêtée sur ce plan? C'est la question suspend de plein droit. Jean-Paul. C'est l'effet de la décision. Jean-Paul. Ce n'est pas la procédure. Jean-Paul. C'est juste maintenant. C'est la décision. Est-ce que la Cour suprême s'est définitivement prononcée sur... Parce que si la Cour suprême ne s'est pas prononcée, si la Cour suprême... Je ne veux pas le commenter. Mais je veux dire quelque chose. Non, c'est pas suspensible. D'accord, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Ça n'empêche pas que le port continue la procédure. Je suis d'accord. On ne peut pas s'arrêter en disant que non, parce que la Cour suprême ou machin truc. Non, c'est pas... Le port a continué. Et il y a un adjudicateur provisoire. Oui, ça peut être... Donc si jamais la Cour suprême peut donner raison à une partie et la Cour suprême ne reviendra pas dessus. La Cour suprême ne sera pas saisie sur la signature des contrats TIL État du Cameroun. Il est saisi sur le fait que le contractant DIT par rapport à son contrat de 2004 se plaint de n'avoir pas été qualifié pour l'appel d'offres. Et demande qu'on suspende la procédure. Il a perdu ce point. Supposons que la Cour suprême donne raison. L'objet de sa demande, c'est de paralyser la procédure. Oui, ça c'est maintenant dans la stratégie. Moi, député, je suis en train de dire, je ne fais pas la sorcellerie. Je ne fais pas la sorcellerie. Je ne fais pas de la sorcellerie, mais je peux ajouter un mot. Allons-y. Je crois que le chantage que certains opérateurs économiques dans ce pays veulent faire au peuple camerounais et à l'État du Cameroun, que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on vous sort les chiffres, le nombre de collaborateurs, de salariés qu'on va mettre à la porte, c'est inacceptable. Parce que si vous rentrez même, et là je passe sur le contrôle des syndicats. Non, c'est un argument. Voilà, c'est un argument d'autorité qui n'est pas acceptable. Parce que en réalité, si l'État négocie mal un contrat et que le trésor public en souffre, c'est l'ensemble des Camerounais qui vont souffrir. Parce que, laissez-moi vous dire une chose. Dans le premier incident où il a fallu rappeler à l'ordre DIT pour les portiques, savez-vous que l'État du Cameroun, malgré cette concession, a dû financer avec le soutien du Japon des infrastructures où DIT avait promis de porter 600 millions de francs. Il ne les a jamais portés. Est-ce que c'est normal? 600 millions? Oui. Sur un investissement de milliards. Ça me paraît paradoxal. Parce que non, je parle quand le Japon est venu à notre service, avec la Banque mondiale, je crois. Parce que DIT dit aujourd'hui avoir investi sur la période 50 milliards. Ah non, je ne parle pas, je ne mets pas ça encore. Voilà, alors je parle de comment les portiques la concession. Coincé pour 600 millions. Ah non, il n'a attendez, DIT a investi 50 milliards comment? Comment? Première chose,
obligation de livrer un troisième portique en 2006. Oui. Entre 2006 et 2017, ça fait 11 ans. On peut considérer qu'on a fait une avance de trésorerie. On a été faire l'inauguration des 2 derniers Chinois là-bas. Le PAD est en mesure de considérer qu'il y a eu une avance de trésorerie à DIT. Absolument. Il devait le faire, oui. Puisque c'est l'État camerounais qui finance. C'est une obligation péremptoire. Oui. Et c'est partout comme ça. Hein. Vous achetez les wagons, les locomotives, l'État du Cameroun endette les Camerounais, alors que le concessionnaire devait participer. C'est partout comme ça. On a donné en concession des entreprises au Cameroun qui sont venues juste avec des valisettes. Les maisons appartenaient à l'État du Cameroun, donc à la nation camerounaise. Les voitures appartenaient, je parle dans un autre secteur, vous suivez mon regard. Non, ils sont restés. Comment s'appelle on reste au port. Je reviens au port. Pour dire donc que Roger a sorti un argument économique et financier tout à l'heure qui est pertinent. Moi, je crois que nous devons nous investir dans la confiance en disant que les gens qui font ces projections sont des experts. Est-ce qu'ils vont faire un troisième port si l'autre n'est pas rentable? Est-ce qu'ils vont faire... Le Kribi même pose un problème. Vous savez qu'on a construit le port de Kribi, mais les entrepôts se trouvent dans la ville, donc le camion doit faire le tour de l'arrondissement avant d'aller en ville. C'est incroyable. Donc, que ce soit Sam ou que ce soit Roger, nous sommes devant une situation, et quand on trouve une nouvelle race de Camerounais qui veulent faire cesser ce trouble à l'ordre public, il faut les soutenir, il faut les applaudir, parce que l'argent qu'on a perdu là, c'est cet argent qu'on a besoin pour les réfugiés, pour faire, donner de l'emploi aux jeunes, pour faire beaucoup de choses, pour améliorer même la condition des collaborateurs du port. Vous savez ce qui se passe maintenant avec toutes ces entreprises qu'on les a connues, comment on appelle ça? Il y a des grèves tout le temps. Non. Il faut que ça cesse. Alors on va sortir. Les gens ne peuvent pas s'enrichir sur notre dos. On va sortir, même s'il faut noter quand même qu'il y a... Je le dis, et on s'en tient là, c'est pas la conclusion. Vous avez parlé des locomotives, qu'il y a quand même 5 locomotives qui viennent d'être achetées par... Payé par le Cameroun. Non, Hervé. Payé par le Cameroun, je te mets au défi de faire le débat avec moi. Moi, je vous mets au défi de dire non. Payé par l'État du Cameroun. Je vous mets au défi de dire non. Les wagons que nous devons commander... Les 5 locomotives n'ont pas été payées par l'État du Cameroun. Le Cameroun n'a pas participé? Peut-être participé. Je disais que je le dis. Je disais que je le dis et puis pas de commentaire après. 5 nouvelles locomotives. Non, ça, ton informateur n'est pas bien informé. Non. Même s'il travaille dans cette maison. Non, c'est ma recherche. Non, moi je te dis c'est faux puisque moi j'étais invité pour les 20 ans. On va pas faire votre parole. On va pas faire votre parole. On va pas faire votre parole contre la mienne. Moi je suis pas alimentaire. Je dis qu'il y a 5 nouvelles locomotives qui sont en train d'arriver, qui ont été payées par, et c'est pas par l'État du Cameroun. On en sort. Voilà un journaliste économique. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'on peut dire de ce dilemme? Non, c'est pas un dilemme, c'est une procédure normale. C'est seulement que les Camerounais aiment un peu de piment. Donc c'est ce qui alimente un peu la scène publique. Ce que je veux dire, c'est que le piment en fonction du contexte. Mais bon, c'était pour rire. Bon, enfin. J'étais pas de ce mot-là. Putain, en forme, il a mangé du lion. Non, le port de Douala connaît une période de transformation assez intéressante. Il y a des projets qui sont là. Il ne faut pas se décourager pour Kribi, mais le port de Douala, avec tous les projets qui sont en mise en œuvre à l'heure actuelle, vous avez vu le dragage qui va se faire en régie, vous avez vu l'enlèvement des épaves, il y a plein de projets qui sont là, qui sont voilà, des voiries, tout ça. C'est des projets qui sont en train de relever le port. Donc, il y aura des opportunités, il y a des opportunités qui s'ouvrent, il y a de la demande, il est attractif le port de Douala, c'est pour ça que vous voyez tous ces derniers temps, il ne se passe pas de mois sans qu'il y ait une activité ou une actualité assez intéressante. Et ce n'est pas pour rien que les 6 premiers mondiaux sont venus à Douala. Roger, pour terminer. Non, ce qu'il a dit par rapport à ce qui se fait au port est visible. Je crois qu'on voit bien qu'il y a des choses qui bougent. Mais ce qui est en cause et ce qui est en jeu ici, il va au-delà du port. Et je crois qu'il faudrait, au plan économique, toujours établir un environnement de confiance. Absolument. Pour rassurer, notamment lorsqu'on veut attirer des capitaux, lorsqu'on va attirer des investisseurs, il faudrait qu'ils aient quand même un sentiment de sécurité. Et moi, c'est ma préoccupation. Parce que si, comme on a pu se rendre compte, il y avait des éléments extrêmement flous dans et la mise en place de cette convention, et sa mise en œuvre, et la manière dont elle se conclut, il a dit qu'on était dans la prévention, mais il vaut mieux souvent être dans cette démarche-là. Il faut s'inquiéter, y compris pour le nouvel opérateur. Qu'est-ce qui
ne vous dit pas que lui-même voyant comment, ayant lui aussi eu vent de ce qui s'est peut-être passé avec son prédécesseur, il se fait une idée de l'environnement où il est et que les choses ne se passent pas comme on le souhaite. Donc je crois que ça, pour moi, c'est l'enjeu à ce niveau. Il faudrait qu'on soit dans un environnement qui rassure et qui permette d'attirer parce qu'on en a besoin. Hervé, pour sortir. Moi, je crois que le groupe Bolloré a un très grand avenir dans le Cameroun. D'abord, il est dans plusieurs secteurs et qu'il ne faut pas que les gens se méprennent. Ce qui se passe au port, c'est une évolution dans un secteur et le groupe Bolloré reste dans le secteur portuaire au Cameroun. Mais maintenant, il faut saluer la transparence et que ce qui se passe au port devienne un élément d'espoir de la manière dont on gère le domaine privé de l'État et de ses placements économiques. Alors, je pense que tout ça doit se passer dans la sérénité et il ne faut pas qu'on rentre dans quelque chose qui n'a rien à voir avec des relations d'affaires. Et quand je vois ce qui se passe au port, et je suis comme mes deux prédécesseurs, je suis émerveillé parce que ça participe à l'aménagement du territoire. Quand on a fait Kribi, tout le monde a dit que Douala est mort. Et aujourd'hui, ce n'est pas la résurrection, c'est carrément le paradis. En même temps, c'est Kribi à Serail. Donc, rien ne prédit que Douala survivra. Tu m'appelles, je termine en disant, je suis heureux que tout cela se fasse dans l'intérêt de l'économie camerounaise et que je pense que les différents partenaires vont le comprendre. Et comme a dit Roger tout à l'heure, il faut que la destination Cameroun soit toujours attractive, que tout le monde respecte les contrats, y compris l'État, qu'il soit toujours un bon contractant. Mais respecter les contrats ne veut pas dire contracter au détriment de l'intérêt général. Et j'ai dit, c'est bien ce qui se passe. Dans tous les cas, Douala a pris pour que Kribi n'ait pas Serail. Vous savez, avec le développement, on sera obligé de faire Kribi. Oui. On sera obligé de faire Kribi parce que Douala, c'est quand même fluvial, c'est quand même circonscrit. Tu as dit ça deux fois, mais Douala n'est plus tout à fait fluvial. Comment ça? Parce que Douala est jeté. De mer de profondeur. Non, ce sont les quais. Mais nous avons un quai en mer. À Douala. Bon, en fait, je fais la promotion du port de Douala. Qui nécessite un autre déploiement. Et à Cap Cameroun, on a plus de profondeur qu'à qui nécessite un autre déploiement en termes de transbordement. Mais c'est moins cher. C'est moins cher actuellement de faire cela. Hervé, tu as parlé. Non, je défends. Je défends ma ville. Ce que je retiens, c'est que le Cameroun, c'est un potentiel sûr. Il est attractif. Tout à fait. Que nous-mêmes, les Camerounais, ne le tuons pas. Ouais. Parce que, en réalité, il vaut mieux que les contrats arrivent à terme et que les gens se séparent de manière gentille, convenable. Parce que dès qu'il y a les litiges, ça parcourt le monde entier. Dans tous les sens. Et avec ça, on peut se poser des questions et se dire comment faire pour pénétrer ce pays. Pénétrer quoi? Pour aller dans ce pays. Et bien, vous avez eu votre dernier mot. Vous savez, Hervé est très souriant ce soir et je me pose la question de savoir pourquoi. Mais on va parler de ça hors antenne. Je pense que c'est ça le véritable problème que nous avons au Cameroun. Ce n'est pas seulement le port autonome du Cameroun. C'est un problème. Il faut changer la façon de faire. Il faut être beaucoup plus transparent et il faut qu'on inspire confiance. Il faut que désormais le Cameroun aille vers ce chemin-là, qu'il inspire confiance et que les litiges soient les choses rares, exceptionnelles. Merci Hervé. Roger Béham, bon retour sur Yaoundé. Merci. Bienvenue, reviens souvent. Profitez de Douala. La chaumière tout à l'heure. Moi aussi. Moi je vais rentrer. Tu viens pas avec Transparence internationale. Sambaka, merci. C'est moi qui vous remercie. Je présume que vos prochaines activités avec Hervé, ce sera au grand débat national, au grand dialogue, je veux dire. J'espère qu'il aura des arguments parce que là-bas, je suis prêt. Comme à la tripartite. Ah oui. Sambaka est un homme très compétent. Non, il dit des choses, mais simplement, il ne tire pas les conclusions de ce qu'il dit. Merci Hervé. Jean-Paul Ngoumou, j'espère qu'on se verra très vite. Il y a l'actualité, il y a beaucoup de choses. Et puis il y a cette confiance, non pas seulement pour les étrangers, mais pour nous-mêmes. Absolument. Je crois que c'est ce qu'il nous faut le plus. Merci à vous à la maison, évidemment. L'autre
Ambition, c'est que vous en appreniez, que vous compreniez les enjeux de ce qui se passe, notamment ce qui se passe du côté de la concession du port autonome de Douala, et j'espère que vous en avez appris. Merci, bonsoir et à la prochaine.